Voilà pour cette table ronde sur un sujet très difficile. Vous avez vu le film avant d'Anne-Laure Bonnel qui malheureusement est retenue sous d'autres cieux. Elle était en Ukraine et dans le Donbass surtout il y a pas longtemps. Voilà donc Pardon ? Vous entendez mieux là comme ça ? Ah pardon. Moi je m'entendais très bien alors c'est pour ça. Donc du coup le micro collé au menton. Bon, vous connaissez la technique. Donc alors pour aborder ce sujet très difficile et d'actualité, hein, puisque malheureusement l'histoire se répète, sur ma gauche, donc monsieur, alors il y a une petite erreur dans son nom, mille excuses, Ovanes Gevorkian avec un R. Donc vous êtes le représentant en fait depuis 2003, si j'ai bien compris, du Haut-Karabakh, enfin de la République en fait, qui s'appelle Artsakh. Voilà. C'est ça. Merci d'être là. Merci. Vous venez d'arriver, donc vous allez nous parler du sujet que vous connaissez et vous vivez tout ça depuis donc 2003. Ensuite, Jean-Christophe Buisson. Merci Jean-Christophe d'être là. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Est-il besoin de présenter Jean-Christophe Buisson au Figaro depuis combien de temps ? Depuis 1994, donc voilà. 28 ans. 28 ans. Et à côté de lui, Antoine Agoudjian. Vous avez vu ses œuvres magnifiques. Et du reste, pour vous, il a préparé un petit film avec une musique qui va nous rappeler un peu ce sujet-là. Mais il y a de la beauté artistique, telle que Antoine. Alors, tous les deux, en fait, ils ont travaillé ensemble sur le terrain. On le verra tout à l'heure. Mais sans plus tarder, avançons sur ce sujet du Haut-Karabakh. Voilà. Si ça marche. Et donc, je vous propose, si ça marche, ce petit film. Voilà. En espérant qu'il y ait du son.
Merci Antoine Agoudjian pour... on peut l'applaudir effectivement. Et est-ce que vous pouvez rallumer? Merci. Ces photographies sont impressionnantes. Et derrière, en fait, c'est la vie, n'est-ce pas, monsieur Hovhannes Gevorkian, vous qui représentez cette république autoproclamée qui se situe un peu par là. On va avancer et on va voir, voilà, Arménie. Bon, la photo n'est pas très nette, mais au moins on comprend un peu où on est. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette république du Haut-Karabakh, s'il vous plaît? Avec joie, bien entendu. Mais d'abord, permettez-moi de vous dire que je suis ravi de me trouver ce soir avec vous. Je sais qu'il y a une quinzaine particulièrement riche durant les 2 dernières semaines. Je suis arrivé aujourd'hui, j'ai rencontré quelques personnes, tout le monde me parle d'Arménie à Mont-Marsan. Et c'est la raison pour laquelle, tout simplement, je voudrais vous dire merci. Merci à tous les organisateurs, au Théâtre de Gascogne, parce que votre démarche est faite pour que, dans ces terribles circonstances, tout à l'heure nous avons vu le film, pour que vive l'Arménie et pour que vive l'Artsakh aussi. Et donc la République d'Artsakh ou le Haut-Karabakh, vous l'avez dit, est un État autodéterminé qui se trouve dans le Sud-Caucase, avec des voisins comme l'Arménie, vous voyez, à l'ouest, l'Azerbaïdjan au nord et à l'est, et puis l'Iran, il y a quelque temps, au sud. La République d'Artsakh a 150 000 habitants. Sa capitale est Stepanakert. Elle est autodéterminée depuis 1991, donc depuis la chute de l'Union soviétique, au même titre que toutes les républiques ou toutes les entités qui faisaient partie de cet empire soviétique. Le Haut-Karabakh a été détaché par les bolcheviks au début du XXe siècle, en 1921, au profit de l'Azerbaïdjan par une décision arbitraire contre la volonté de sa population. Et pendant 70 ans, donc de 1920 à 1991, le Haut-Karabakh a subi une politique de discrimination de la part de l'Azerbaïdjan en raison de sa population arménienne. Et face à cette politique, dès 1988, la population du Haut-Karabakh a souhaité se détacher de l'Azerbaïdjan. Et cette décision a été parfaitement conforme à la fois à la législation soviétique, alors en vigueur, comme au droit international. Éventuellement, je peux développer un peu plus tard. La République du Haut-Karabakh est une démocratie. Elle assure la séparation des pouvoirs. Le Haut-Karabakh a un parlement monocaméral, une assemblée nationale composée de 33 députés. Aray Karoutounian est notre président, le 4e président de la République d'Artsakh, élu en 2020, juste avant la guerre ou l'agression lancée par l'Azerbaïdjan. Mais si vous me permettez, au-delà de la République d'Artsakh, je vais dire quelques mots si j'ai encore 2-3 minutes. L'Artsakh est le berceau de la civilisation arménienne. L'Artsakh est le berceau de la civilisation arménienne parce que des centaines de récits, byzantins, perses, arabes, grecs, en témoignent, et ça depuis le 4e siècle avant notre ère. C'est l'Artsakh, avec, comme tout le reste de l'Arménie, a été christianisé dès le 4e siècle par le même évangélisateur, Grégoire l'Illuminateur. C'est en Artsakh qu'une des premières écoles arméniennes a été créée par le créateur de l'alphabet arménien lui-même, Mesrop Mashtots, qui a au monastère d'Amaras dès le 5e siècle. Les monastères, les églises, les khachkars que vous trouvez parsemés sur tout le territoire de l'Artsakh ne sont guère différents de ce que vous trouvez sur un plan architectural, de ce que vous trouvez sur l'ensemble du territoire arménien. C'est en Artsakh aussi que, sans discontinuer et
qu'au XVIe, XVIIe siècle, il y a eu un pouvoir autochtone arménien sur place, avec un certain degré de souveraineté. Et c'est enfin en Artsakh qu'est née, dès le XVIe, XVIIe siècle, l'idée de recréer un État indépendant national, arménien, sous l'égide du catholicossat arménien. Une idée que le peuple d'Artsakh a réalisée seulement à la fin du XXe siècle. Donc il a fallu attendre encore deux siècles et demi, passer sous d'autres dominations avec des degrés de tolérance ou de répression pour arriver enfin à cette domination soviétique pendant laquelle arbitrairement rattachée à l'Azerbaïdjan avec une politique volontaire de désarménisation pour enfin accéder à notre rêve de créer en 1991 cette république autodéterminée d'Artsakh. Merci beaucoup, merci pour cette présentation. Antoine, là on voit effectivement Chouchi. Antoine Agoudjian, donc vous connaissez cette histoire par cœur. En tout cas, vous êtes tombé amoureux, puisque vous avez des origines arméniennes. Dès 88, je crois que vous êtes en Arménie. Racontez-nous un petit peu avant d'arriver sur le sujet du Haut-Karabakh. En fait, la première fracture émotionnelle, ça a été le séisme qui est survenu le 7 décembre 88 en Arménie. On était encore dans l'URSS à l'époque. Et ça a été tragiquement l'occasion pour beaucoup d'Arméniens de la diaspora de pouvoir se rendre en Arménie pour aider avec l'aide humanitaire. Et ça a été la première immersion que j'ai pu avoir sur la terre de mes ancêtres. Et en fait, je suis resté une année avec un ami qui est là, d'ailleurs Bernard. Et on a travaillé pendant une année avec des ONG, que ce soit Médecins sans frontières, que ce soit Médecins du monde, et puis une structure créée par la diaspora arménienne qui s'appelait SOS Arménie. Et ça a été ma première immersion et ça a été aussi le début de tout un travail photographique que j'ai poursuivi pendant 30 années. C'est ça, parce que c'est votre métier, vous avez appris, j'ai cru comprendre, aux États-Unis. Et est-ce qu'en 88, quand vous êtes là-bas en Arménie, dans le nord, là où le tremblement de terre a eu lieu, est-ce qu'on parle déjà ou de l'Artsakh? Est-ce que vous... L'Artsakh, déjà on en parlait parce qu'avant les pays baltes, les Arméniens d'Artsakh ont été les premiers à avoir des revendications d'autonomie, en fait, de rattachement à l'époque à l'Arménie, et de façon pacifique avec des manifestations en Arménie soutenues par des intellectuels tels que le prix Nobel Andrei Sakharov. Les Arméniens revendiquaient ce rattachement à l'Arménie pour la simple et bonne raison qu'ils ont vécu 70 années d'oppression culturelle, intellectuelle dans cette enclave qui arbitrairement a été donnée effectivement en 1921 à l'Azerbaïdjan à cause de Staline qui était commissaire aux nationalités à l'époque, puisque le comité central du Soviet avait attribué ces régions aux Arméniens. C'est vraiment une action arbitraire de Staline. Et pendant 70 années, ils ont subi une répression terrible qui, d'ailleurs, en Nakhitchevan, s'est traduite par la dissolution des Arméniens. Et en fait, ils ont une revendication de rattachement. Et à l'époque, avant même le tremblement de terre, il y avait un mouvement politique qui revendiquait le rattachement de cette enclave à l'Arménie. Il s'en est suivi des pogroms qu'on connaît très bien, à Sumgai, Tabakou et à Kirovabad. Et en fait, ces pogroms ont engendré directement la volonté délibérée d'autoproclamer en fait une république autoproclamée. Et avant de passer le micro à Jean-Christophe, juste, est-ce que vous pouvez nous commenter, je trouve la photo magnifique, ce personnage-là qui étend les bras. Cette photo-là, non pas la vôtre, mais celle qui la montre, a été prise en fait au début du festival. Vous nous parliez du festival Yeras qui s'est lancé le 21. Est-ce que vous pouvez nous commenter votre propre photo? Moi, je suis un Arménien de diaspora, pur jus. En fait, je suis né en France. J'appartiens singulièrement à la 3e génération des descendants de rescapés du génocide. Et l'héritage que j'ai eu, c'est essentiellement un héritage oral. Il y avait très peu d'images à l'époque sur le génocide. Il y en avait quelques-unes, notamment celle d'Armin Wegener. Et à part ces images-là qui étaient très, très restreintes, c'est essentiellement un héritage oral que j'ai eu à Alfortville. Tous les gens de ma génération qui ont vécu à Alfortville ont baigné dans une ambiance avec énormément de personnes âgées issues de rescapés du génocide des Arméniens. Et ça a véhiculé tout un imaginaire chez moi. Et
la photographie m'a permis en fait de mettre des images, de composer à la façon d'un puzzle des images sur cet héritage oral qui est assez hétéroclite. En fait, il y a certes la tragédie du génocide, mais il y a aussi énormément de moments de joie, de bonheur, de danse. Les Arméniens sont énormément, comment dire, attachés à leur culture, hein, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit folklorique. Et moi, j'ai eu la chance très tôt à Alfortville de danser dans des troupes folkloriques. Et c'est vrai, des images d'Épinal, mais l'avantage de la photographie, c'est que dans son ADN, il y a le réel. Et toutes ces images d'Épinal que j'ai, qui est un peu une synthèse entre effectivement cet héritage mémoriel tragique, mais aussi beaucoup d'images de bonheur, me permettent de mettre des images qui dépassent en fait cette idée de ce que peut l'imaginaire, de ce que peut caricaturer l'imaginaire en fait. D'accord, merci. Jean-Christophe, comment vous vous connaissez tous les deux? Et première question, je crois que l'Arménie et maintenant l'Artsakh sont devenus votre deuxième patrie, non? Troisième. Troisième. Alors on se connaît par le travail, puisqu'on travaille tous les deux au Figaro Magazine, moi depuis 28 ans et Antoine depuis quelques années. Et Antoine, on se croisait un petit peu dans les couloirs parce qu'il nous ramenait des reportages depuis plus de 20 ans. Il documente cette mémoire arménienne dans tous les pays à la fois du Caucase, mais évidemment du Proche-Orient, aussi bien évidemment en Arménie, mais aussi en Turquie, mais aussi en Irak, mais aussi en Syrie. Partout, il y a une mémoire arménienne et une mémoire singulière du génocide et des souffrances liées à cette époque. Et Antoine a fait plusieurs reportages de guerre pour le Figaro Magazine, même s'il n'est pas originellement un reporter de guerre, mais il s'est un peu mué parfois en reporter de guerre, notamment en Irak et en Syrie, donc on se croisait comme ça. Et puis, j'expliquerai peut-être tout à l'heure, c'est lui qui m'a incité d'une certaine manière, indirectement, à venir couvrir le conflit, alors que depuis une bonne quinzaine d'années, je ne couvre plus de conflits pour le Figaro Magazine. J'en ai couvert dans les années 90, notamment dans les Balkans, qui était un petit mon premier jardin. C'est pour ça que ma deuxième patrie de cœur, c'est la Serbie, où je suis allé une cinquantaine de fois. Et j'ai fait beaucoup de reportages là-bas et j'essaye de continuer à y aller. Et c'est vrai que l'Arménie, pour moi, est tombée dessus un peu par hasard. C'est-à-dire que je n'ai jamais été attiré par l'Ouest, jamais mis le pied aux États-Unis, ce qui faisait le bonheur des gens qui travaillaient avec moi au Figaro Magazine, parce que chaque fois qu'il y avait un voyage, une star américaine à touriste, je n'y allais jamais. Je n'avais pas envie des États-Unis. En revanche, j'ai toujours eu envie de l'Est de l'Europe. Et donc j'ai commencé par l'Europe centrale, l'Europe balkanique, la Serbie, l'Albanie, la Bulgarie. Puis après, quand on aime ces pays-là, qui ont pour la plupart une âme slave, on va un petit peu plus à l'Est. On va chez le grand frère en Russie. Donc je suis allé beaucoup en Russie. Et puis après, on va un petit peu au-delà. Donc je suis allé dans le nord du Caucase, en Kabardino-Balkarie, en Tchétchénie, en Ingouchie et en Ossétie du Nord. Puis après, on traverse, on passe de l'Ossétie du Nord à l'Ossétie du Sud, et puis la Géorgie, puis on finit par arriver en Arménie. Tout ça, pas du tout des reportages de guerre, vraiment des reportages de découvertes, de rencontres, de portraits. Et puis, l'Arménie, j'ai vécu en Arménie des sensations qui étaient équivalentes à celles que j'avais vécues en Serbie. Tous les autres pays, j'aimais ces pays. De toute façon, je pense qu'on aime toujours les pays où on se rend, à quelques exceptions près. Et l'Arménie, s'est passé quelque chose de différent, au point que quelque chose de presque de tellurique, de spirituel. Je suis incapable de m'expliquer. Je suis chrétien sans être un fervent pratiquant, donc je ne suis pas obsédé par ça, même si je pense qu'on est tous habités par une petite voie spirituelle, quelle qu'elle soit. Et je ne suis pas ni orthodoxe, alors que j'adore les pays orthodoxes, ni a fortiori de l'Église apostolique arménienne, qui est encore différente de l'orthodoxie. Mais il y avait quelque chose qui m'attirait dans cet endroit où je me sentais bien. Je me sentais bien, on se sent apaisé, on a l'impression d'être aux racines du monde, pas seulement du monde chrétien, encore une fois. On est avec des gens, avec des paysages, avec des monastères, des églises, même des maisons. Et on est un peu hors du temps, on est dans une atmosphère assez étrange. Et j'ai tellement aimé l'Arménie dans ces 2 premiers voyages que... C'était quelle année Ça, c'était au début des années 2010. Que je me suis dit, même milieu des années 2010, 2014, je crois. Au Figaro, on organise des voyages, des croisières, mais aussi des voyages de découverte de ces pays-là, avec l'idée que un journaliste accompagne un groupe de lecteurs du Figaro et leur sert un petit peu de guide, avec des vrais guides locaux. Et donc, on a commencé, la personne qui s'occupe de ça est dans la salle d'ailleurs, Anne Evra, on a décidé de monter des voyages en Arménie. À l'époque, c'était un peu difficile parce qu'il y avait la guerre pas très loin,
Alors pour les gens, la guerre pas très loin, c'est-à-dire en Irak ou en Syrie. Bon, c'est quand même pas tout proche. Et moi, voilà, mon idée, c'est d'être convaincu que non, venez en Arménie. L'Arménie a besoin du tourisme, a besoin de Français qui viennent admirer. J'étais persuadé que les gens aimeraient. Donc j'ai organisé plusieurs voyages comme ça, avec des lecteurs tout à fait, je crois, enthousiastes à leur retour et partageant ensuite voilà, ces découvertes. Et ça, c'était évidemment avant la guerre. Et d'ailleurs, on prévoyait d'en faire d'autres quand la guerre a éclaté. Et à l'époque, dans vos voyages, on parlait du Haut-Karabakh, on parlait de l'Artsakh ou pas? Oui, oui, on en parle. Alors, je n'emmenais pas les lecteurs là-bas parce qu'effectivement, il y avait quand même toujours ce qui se passe encore aujourd'hui en Artsakh, cette menace qui est réelle en Arménie, notamment, alors vous voyez en bas à gauche, qu'on appelle le Nakhitchevan, qui appartient à l'Azerbaïdjan, qui est une exclave de l'Azerbaïdjan. Et vous voyez, l'Arménie passe au milieu des deux. Et le long de cette frontière, merci Antoine, le long de cette frontière, quand vous prenez la route qui longe, qui part de Yerevan, donc la capitale, et qui longe, qui va vers le sud, vers Goris et Kapan, vous avez d'un côté des gens qui vendent des fruits, qui vendent des melons, et de l'autre côté, vous avez des sacs de sable qui font plusieurs mètres de haut. Et tout ça dans une atmosphère très apaisée, très douce. Et donc moi, je demandais aux gens, mais pourquoi vous avez des sacs de sable? Et les gens me disaient, mais vous savez, il y a des snipers azéris qui, de temps en temps, tirent. Ils ne tirent pas dessus, ils ne tirent pas sur nous. Ils tirent, ils font des cartons sur les melons, voilà, les passer, pour nous faire comprendre qu'on ne sera jamais tranquille, qu'ils sont là et qu'ils sont... Moi, je trouvais qu'ils exagéraient un peu. Mais quand même, quand vous entendez ça, que vous avez la responsabilité d'un groupe de voyageurs paisibles, vous dites, a fortiori, vous n'allez pas aller en Artsakh, où on me disait, je l'avais un peu vu la seule fois où j'étais allé avant, il y a cette ambiance aussi là, encore plus forte, prégnante, puisque tout autour, c'est l'Azerbaïdjan. Donc, mais encore une fois, quand vous promeniez dans l'Arménie à ce moment-là, les gens ont ça en tête, en disant on est en danger, on est toujours en danger, on est toujours menacé de manière un peu sourde, mais la vie quotidienne, on la vit dans une forme de joie, de bonheur, d'apaisement, d'accueil, de générosité, de bienveillance, mais absolue. Et on n'est pas non plus obsédé par l'idée de la guerre. Mais on sent ça quand même dans l'atmosphère. Merci beaucoup Jean-Christophe. En fait, depuis 1994, si ma mémoire est bonne, Monsieur Gevorkian, ce cessez-le-feu là entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, il y a toujours un peu derrière, il y a la guerre, quoi. Et donc du coup, il faut quand même se protéger. Le danger est là depuis 1994 quand même entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Oui, le danger est là parce que l'Azerbaïdjan n'a jamais accepté les faits. En 1994, donc, le Haut-Karabakh, soutenu par l'Arménie, sort victorieux de la guerre 91-94 parce que la configuration géopolitique est un peu différente à l'époque. Mais l'Azerbaïdjan n'accepte pas les faits et pratiquement dès la fin des hostilités, 96, 97, mais beaucoup plus à partir des années 2000, l'Azerbaïdjan commence à se réarmer grâce au pétrodollar qui lui assure une certaine richesse. L'Azerbaïdjan ne l'accepte pas et l'Azerbaïdjan ne change pas de politique. Parce que pour l'Azerbaïdjan, la question ne commence pas et ne se termine pas par le Haut-Karabakh. L'Azerbaïdjan revendique un certain nombre de territoires où les Arméniens vivent. Et c'est cette politique menée jusqu'à aujourd'hui par le pouvoir azerbaïdjanais qui est là, qui est présente. Et oui, de 1994 jusqu'à 2020, on a parlé d'une guerre, la vraie, d'une guerre gelée, mais en même temps présente, avec des pics, par exemple en 2016, même juin 2020, il y a eu des escarmouches. Et pendant tout ce temps-là, évidemment, des soldats, des militaires tués, des civils aussi, de part et d'autre d'ailleurs. Alors, gardez le micro, j'aimerais connaître un peu mieux, d'ailleurs, je ne suis pas le seul, votre rôle, c'est quoi votre rôle depuis 2003 en tant que représentant du haut de l'Artsakh?
mon rôle, c'est de représenter ce pays autodéterminé et non reconnu par la France. Représenter un pays non reconnu est à la fois très agréable, mais un peu plus difficile que pour des pays connus. Agréable parce que vous n'avez pas toute la charge protocolaire que les vrais diplomates doivent avoir. Bon, vous pouvez peut-être même parfois vous permettre de ne pas avoir tout le devoir de réserve que tout diplomate doit avoir, mais en même temps c'est très difficile parce que dans votre pays d'accueil, en l'occurrence la France, toutes les portes ne sont pas ouvertes devant vous, et ce qui rend difficile la tâche d'un semi-diplomate qui essaie de représenter son pays. En revanche, la particularité du Haut-Karabakh ou de la République d'Artsakh en France, mais je pense que c'est partout pareil, c'est que quand quelqu'un se lie d'amitié, ce n'est pas une simple amitié, c'est un engagement. Vous pouvez voir Jean-Christophe Bisson, ce n'est pas une amitié, ce n'est pas un intérêt, c'est un engagement. Je ne parle pas des Arméniens de France, bien sûr, où la sensibilité est naturelle. C'est valable pour beaucoup de responsables politiques aussi, qui ont un véritable engagement pour l'Artsakh. Mais l'inverse est vrai. Quand on est opposé, ce n'est pas à l'idée du Karabakh qu'on est opposé. On est opposé à l'existence même du Haut-Karabakh. Et ça aussi, ça existe en France. Et cette opposition, parfois, peut être très, très farouche chez les responsables politiques. Vous avez des exemples peut-être? Je ne sais pas s'il faut les citer. C'est maintenant qu'il faut sortir du droit de réserve, Vanessa. Et est-ce que je pourrais vous appeler monsieur l'ambassadeur? Non, c'est trop tôt. Antoine, ce rôle de représentant de l'Artsakh, ce n'est pas un rôle facile, non? C'est un entre-deux. Vous, comment vous le définiriez, ce rôle? Est-ce que, si vous aviez un jeu de rôle à faire, est-ce que c'est un rôle qui doit être plus engagé, mais déjà vous l'êtes, ou moins? C'est pas facile, le curseur. Pour M. Johannes Gevorgyan, il a très bien répondu, en fait. Il y a des avantages et des désavantages. L'avantage, effectivement, c'est de pouvoir savoir, enfin, de détecter très vite les gens qui arrivent masqués. Puis l'inverse, c'est que dans son quotidien, il joue aussi les Don Quichotte face à une situation qui est complexe et compliquée, puisqu'il s'agit de survie. On n'est pas du tout dans le caprice, il s'agit de survie. Je voulais aussi rebondir sur ce qu'a dit Johannes par rapport à Jean-Christophe, c'est qu'on voit très bien l'engouement qui se passe par rapport à l'Ukraine. Et cet engouement mondial est issu du fait qu'il y a eu une prise de conscience et un consensus sur ce qui se passe en Ukraine, à juste titre. Mais il faut savoir que pour les Arméniens, si les gens ont rétrospectivement un petit peu une mémoire de ce qui s'est produit, c'est que ce consensus n'a pas été réel. En fait, il y a eu très peu de médias qui se sont positionnés selon l'adage de, comment dire, j'ai un trou. Enfin bref, en fait, ce que je veux simplement dire, c'est que Jean-Christophe, comme très peu de journalistes, s'est investi corps et âme. J'ai là vraiment l'occasion de pouvoir en parler, de dire qu'on lui doit énormément, nous les Arméniens, parce qu'il aurait pu tout à fait faire comme la majorité des journalistes et des médias, c'est-à-dire compter les coups et considérer qu'effectivement, ça pouvait être aussi un conflit interethnique, ce refuge assez facile. Et non, il a pris position, il a engagé toute sa rédaction et tous les gens qui travaillent avec lui pour prendre position, ce qui n'est pas facile, hein, parce qu'il y a des coups à prendre dans ce genre de situation. Et moi, je voulais vraiment... le remercier, ça ne veut rien dire, mais remercier quelqu'un qui est en accord et en cohérence avec son intellect et son éthique, c'est dur, mais voilà, on lui doit vraiment beaucoup. C'est un peu notre Jean Jaurès, quoi. C'est que il était journaliste, Jean Jaurès, c'est ça? Non, je veux dire, les positions qu'a pris Jean Jaurès à la fin du 19e, c'était des positions où il y avait des coups à prendre. Et le concernant, ça a été aussi pareil. Et d'ailleurs, je pense qu'il ne dit pas tout, mais il doit recevoir des mails tous les jours. Et on lui doit beaucoup parce que la couverture qu'on a pu avoir sur les événements d'Artsakh, sur ce qui se passait réellement, les enjeux, l'histoire de l'Artsakh, parce qu'on peut très bien considérer que la douleur
du gardien sur le mirador et la douleur de la personne dans les camps, c'est la même, mais c'est pas du tout la même. Il y a vraiment une survie pour les Arméniens et une question d'orgueil pour les Azéris. Ça, c'est Andriy Sakharov qui l'a dit. Alors justement, merci Antoine. Jean-Christophe, comment on fait pour convaincre sa direction qu'il y a un sujet donc là, j'imagine, on rentre déjà dans le sujet de la guerre. Hein. Peut-être qu'il serait peut-être bon, dans un premier temps, d'introduire ce sujet, parce que je crois qu'en septembre, il y a des grandes manœuvres en Azerbaïdjan. Oui, même racontez-nous. Même pendant les, je commence par... ça va être vaste. Hein. D'abord, comment on convainc la direction en faisant partie de la direction soi-même? Parce que je suis directeur adjoint du Figaro Magazine. Mais je dis ça sous forme de boutade, mais la réalité, c'est que on a un journal qui n'est pas Paris Match, qui est un journal de week-end, où on essaie d'avoir un équilibre, mais qui est plutôt un journal d'évasion, de repos, de détente, avec quand même des reportages importants, parfois des reportages de guerre. J'en ai fait, mais de façon beaucoup plus limitée que des vraies news. On n'est pas un news de Figaro Magazine, au même titre que Paris Match ou Le Point ou l'Express. Mais on ne s'interdit pas, un, des reportages quand il y a des conflits, et deux, des engagements. Des engagements quand on estime, quand je dis on, c'est la direction, qu'il y a quelque chose qui dépasse la pure description informative ou illustrative d'un événement. Mais ça peut être aussi idéologique. Le Figaro Magazine s'est engagé pour l'école libre dans les années 80. Voilà, c'était une cause qui ne relevait pas du reportage. Et là, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu un faisceau de circonstances qui nous ont poussés à nous engager, pas seulement moi. Effectivement, je surveillais, parce que j'avais appris à aimer l'Arménie, que j'avais gardé des contacts en Arménie, je surveillais ce qui se passait. Et ce qui se passait en 2020, pour faire une toute petite contextualisation, c'est une espèce de poussée de Erdogan, une poussée impérialiste de Erdogan, qui est dictée par une chose, c'est qu'il a compris que la Turquie, qui appartient à l'OTAN, donc qui dépend quand même plus ou moins des États-Unis, il y a une élection en fin d'année aux États-Unis, et il y a un président qui s'appelle Trump qui se fiche royalement de la politique étrangère, pour le dire poliment, et donc notamment de ce qui peut se passer, y compris au Moyen-Orient, qui a commencé à rapatrier des troupes américaines d'Afghanistan, d'Irak. Et donc Erdogan a très vite compris qu'il y a une petite fenêtre, peut-être, jusqu'à soit sa réélection, soit sa défaite électorale en fin d'année, pour avancer ses pions, puisque Erdogan a quand même une ambition un mélange de sultanisme ottoman et de kémalisme, utilisant avec un dosage variable l'islam, voire l'islamisme, pour garder le pouvoir. En tout cas, il a une ambition territoriale. Et donc, si on suivait ce que faisait Erdogan dans l'année 2020, en février, il a commencé à se repositionner en Syrie. Il avait négocié avec les Russes pour Idlib. Il avait envoyé des mercenaires en Libye. Il faisait des petits, un peu plus d'ailleurs que des mouvements navals en Méditerranée orientale autour de Chypre. Il a même insulté à cette occasion notre président de la République. Et on voyait bien qu'il avançait ses pions jusqu'au juillet 2020, où il quand même transforme Sainte-Sophie à Istanbul en mosquée. Donc on voit bien qu'il est en train de tisser quelque chose. Et puis en août, moi je suis un peu alerté en me disant, tiens, il y a des grandes manœuvres qui sont en train de se faire au Nakhitchevan et en Azerbaïdjan. Et des grandes manœuvres, non seulement des grandes manœuvres militaires, mais avec l'aide de la Turquie. Erdogan a envoyé des avions américains, des avions de l'OTAN, sur des bases à Bakou et au Nakhitchevan, avec des troupes pour faire des manœuvres militaires. Il se trouve, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup la Serbie, j'aime beaucoup l'histoire de ce pays. Et moi, la dernière fois que j'ai entendu parler de grandes manœuvres militaires, c'était en l'Autriche-Hongrie en juin 1914. Généralement, quand on fait des grosses manœuvres militaires, ou alors en Russie, il y a quelques mois, à proximité de la frontière ukrainienne, en Lituanie, donc en Biélorussie, pardon. Donc c'est toujours des petites alertes. Et puis surtout, mais ça c'est par les servis, enfin par l'armée, pour dire les choses comme elles sont. Apparemment, il y a des satellites qui montrent qu'un certain nombre d'avions ne sont pas repartis en Turquie après la fin de ces manœuvres, et puis que certains avions sont rentrés plutôt vides. Donc il y a quand même plein d'indices, mais il n'y a pas encore de preuves. Et puis il commence à y avoir des escarmouches. Mais des escarmouches, Ovanès l'a dit, il y en a depuis 1994, avec des morts qu'on ne compte pas. Mais en 2016, il y a eu une guerre de 4 jours, de la même façon, qui n'a duré que 4 jours, plus ou moins plutôt remportée par l'Arménie. Donc
c'est quelque chose qui n'est pas encore frappant. Et puis, 27 septembre, si je ne m'abuse, 2020, véritable attaque, bombardement. Les Arméniens répondent, artillerie, ils bombardent eux-mêmes une ville qui s'appelle Gandjar, qui est au nord de l'Artsakh. Ça sera le seul bombardement d'une ville azérie par l'Arménie de tout le conflit, mais on en entendra parler pendant 2 mois et demi, comme si c'était avec toujours le même reportage, la même femme qui expliquera, regardez, il y a eu des morts, effectivement il y a eu des morts et un quartier dévasté. En tout et pour tout, c'est la seule action militaire arménienne sur territoire azéri pendant cette guerre de 44 jours. De l'autre côté, on voit bombardement systématique, bombardement d'hôpitaux, de maternités, d'écoles, d'églises, usage de bombes à sous-munitions, on en parlera tout à l'heure parce qu'on les a vues passer, on a vu à quoi ça ressemblait. Usage de bombes au phosphore, donc des armes évidemment interdites. On voit tout ça. Antoine, lui, il part tout de suite en septembre. Dès qu'il entend parler de ça, il se débrouille, il ne part pas en commande. Vous savez, dans ces cas-là, on a des reporters, des photographes qui passent par les journaux et qui disent « est-ce que vous me mettez en commande ?» C'est-à-dire qu'on leur assure une assurance, le voyage, l'hôtel, l'avion, éventuellement, des frais, etc. Il part, il ne demande rien à personne, Antoine, il part tout seul. Il dit, moi, je pense que c'est très grave ce qui va se passer, j'y vais. Et puis, une fois sur place, il ne nous demande pas de venir, il nous envoie des photos. Notamment à quelqu'un du Film Magazine qui travaille au service photo, qui s'appelle Jean-François Guéry, que Antoine connaît bien depuis des années. Et il est un des rares photographes qui est parti tout de suite, donc a tout de suite accès à des images de guerre, de morts, de victimes, et qu'on voit arriver en disant... On voit on ne les publie pas d'ailleurs. Moi j'ai fait un article au tout début de la guerre, mais bon, c'est une guerre, on ne sait pas très bien ce que ça va durer. Et puis encore une fois, on n'est pas un journal comme ça, le Figaro Magazine, un journal de week-end pour essayer de s'échapper un petit peu de la dure réalité. Et surtout, c'est là où moi j'interviens, c'est-à-dire que je commence à regarder ce qui se passe dans les autres journaux. Et je vois les photos d'Antoine et je les vois nulle part. Il n'y a pas de raison, ce n'était pas une exclusivité pour nous, ils les envoyaient à d'autres journaux. Personne ne publie les photos d'Antoine. Personne ne publie les photos d'autres photographes, ou très peu. Il y avait un photographe du Monde, d'ailleurs des journalistes du Monde qui ont été très vite blessés d'ailleurs au début de ce conflit. Mais les autres hebdos, il y a très peu d'images, alors qu'il y a des photographes russes, il y a des photographes étrangers. Et là, je me dis, entre les images que je vois passer, les témoignages que je commence à avoir par mes relais là-bas, ce décalage avec le silence absolu, je me dis, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et puis je commence à avoir des articles pour dire que l'Azerbaïdjan est bombardé, que c'est un conflit ethnique, classique, de quoi on se mêle. Je m'aperçois aussi qu'au même moment, beaucoup de journaux n'interviennent pas pour des raisons qu'il y a une autre actualité très forte, plusieurs autres actualités très fortes, qui sont cette fameuse élection américaine, qui commence à donner l'impression qu'elle va être très 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 baroque, et ce sera le cas, comme vous le savez. Il y a le Brexit qui est en train de se jouer à ce moment-là. Et il y a encore la Covid, il y a encore la pandémie. C'est la deuxième vague, la fameuse deuxième vague. On est à l'octobre 2020. Donc il y a 1000 raisons, j'allais dire, structurelles, indépendantes de quelque mauvaise volonté que ce soit de la part des journaux, pour ne pas couvrir ce conflit. Il y a un grand reporter que vous avez sûrement vu, je peux donner son nom, je pense, parce que vous l'avez beaucoup vu sur l'Ukraine, qui s'appelle Michel Scott, un très grand reporter de TF1. Je le croise quand je suis revenu du conflit en Artsakh sur le plateau de TF1. Il bouillait, il me disait « Je ne peux pas retourner couvrir le conflit parce qu'on me dit tout le monde va aux États-Unis, tout le monde couvre, là c'est en train de dégénérer, on est fin octobre, l'élection américaine. Dès que ça c'est terminé, tu pourras y aller. » Sauf que la guerre était terminée. Donc il y a tout ce contexte-là, et là je me dis, entre le fait que personne n'est présent, enfin personne ne couvre ce conflit, et que manifestement on est dans un cas de figure qui est celui de l'Ukraine aujourd'hui, à une autre échelle, bien entendu, il faut tout multiplier par 50 ou par 100 en termes de population, de victimes, d'ampleur des dégâts. Mais sur le principe, vous avez un régime autoritaire, sinon dictatorial, qui s'appelle l'Azerbaïdjan, qui attaque une démocratie, comme l'a dit Ovanès, qui s'appelle l'Artsakh. Vous avez des mercenaires islamistes qui sont utilisés, c'est documenté par l'Azerbaïdjan pour combattre, encore une fois, les Arméniens, avec des vidéos qui passent, qu'on voit, qui sont postées sur les réseaux sociaux cryptés par les Azéris eux-mêmes, qui sont très fiers de montrer qu'ils égorgent des pauvres vieillards arméniens. Vous avez cet usage des bombes à phosphore que des médecins, moi, me décrivent, que Antoine me décrit. Vous avez, en tout cas, vous voyez quelque chose qui est
totalement injuste, qui est encore une fois du même ressort qu'aujourd'hui la Russie à l'Ukraine. Et vous voyez surtout un peuple c'est ce que je verrai après sur place, de gens qui ne sont pas équipés, qui ne sont pas préparés pour cette guerre, et en face, une armée 10 fois plus puissante, une population 3 fois plus puissante, qui en plus est commandée par des généraux turcs, parce que très vite le chef d'état-major de l'armée azerbaïdjanaise a été balayé, et on a mis à la place 3 généraux turcs, de nationalité turque, et qui dirigent les opérations, avec notamment ces fameux drones suicides. Antoine nous en parlera, parce que quand il passe au-dessus de la tête à Stepanakert, vous entendez, ça fait régner une sorte de peur et de terreur, ne serait-ce que par le bruit. Bref, je vois tout ça et je me dis, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut y aller. Sauf que le Figaro Magazine d'aujourd'hui n'est pas le Figaro Magazine il y a 20 ans, quand on était 15 grands reporters, dont 5 étaient plutôt sur des conflits. Aujourd'hui, en effectif, pour plein de raisons que vivent tous les journaux, on est beaucoup moins nombreux. Moi-même, je suis plus grand reporter statutairement, je suis directeur adjoint. Il ne reste plus que 4 ou 5 grands reporters. Il y en a 3 qui sont pris ailleurs, un qui n'est pas du tout sur la région. Et donc je me dis, je ne vais pas pleurnicher et me plaindre et de dire c'est injuste, c'est trop mal, etc. Je vais y aller moi-même. Voilà la raison pour laquelle je vais y aller moi-même. Et je décide d'emmener avec moi Sylvain Tesson, qui est un ami depuis très longtemps. Sylvain Tesson, vous le connaissez, hein? Je pense, oui, il est plus connu que nous tous réunis ici. Et Sylvain, j'avais le souvenir... Il est rentré de Guyane? Alors Sylvain, quand il avait eu son très grave accident, qu'il a laissé en partie handicapé, mais pas de la tête ni de la main, comme vous l'avez remarqué, moi j'étais allé voir sur son lit de souffrance à la Pitié-Salpêtrière, et je lui ai dit, dès que tu sors, on va en Russie, on fait un voyage en Russie avec le Figaro. Il avait tenu promesse, il souffrait le martyre, je le voyais. Et 2 mois après ce voyage qui était plutôt fait pour le reposer, ce couillon part au nord de l'Irak, il va à Erbil, et il décide d'aller à Erbil pour aider les chrétiens d'Orient. Mais il souffrait le martyre. Et donc je vais le voir là, je l'appelle, je me dis surtout, si on fait un reportage dans le Figaro Magazine, il faut que c'est de l'impact, puisqu'on va être les seuls à en parler. L'impact, si c'est Buisson qui fait un reportage, alors qu'en plus je ne fais plus de reportage comme ça depuis 15 ans, ça aura l'impact auprès de nos lecteurs, mais ça n'aura pas le poids qu'il faut absolument mettre dans la balance pour contrebalancer le silence médiatique général. Et donc je dis, il faut la voix de Sylvain Tesson, parce que la voix de Sylvain Tesson, c'est 500 000 exemplaires par livre, Sylvain Tesson. Donc, et il est même connu dans le monde entier. Même en arrivant en Arménie, les gens le connaissaient, pour vous dire. Et donc je lui envoie un mail et je lui dis, si je pars mardi au Karabakh pour couvrir la guerre, non, je pars pour couvrir la guerre au Karabakh, est-ce que tu viens avec moi? Et il me répond, c'était le vendredi soir, il pleuvait, je me souviens, on part lundi, point d'interrogation. Voilà. Pas un mot de plus, mais il n'a même pas signé, ni bonjour, ni au revoir, ni merci. Pour lui, ça ne discutait pas, voilà, c'était évident. Le lundi, on s'est vu, on est parti le mardi matin. C'est parti la semaine. Et voilà. Et puis après, c'était lancé. Et je pense que l'impact du Figaro Magazine, de ce numéro avec cette femme dont on a vu la photo tout à l'heure d'Antoine en couverture, l'impact, enfin la force de la signature de Sylvain Tesson a été décisive pour enfin réveiller un petit peu les consciences, mais tardivement, puisque la guerre était terminée à ce moment-là. On repassera le film d'Antoine tout à l'heure. Antoine, c'est une de vos photos, ça, non? Bon, oui, c'est après la guerre, la première messe à Dadivank, en fait. La première messe. La première ou la dernière, en fait. Il y a un truc comme la première ou la dernière. D'accord. Alors, Antoine, je vais revenir vers vous dans 5 minutes, mais du coup, vous êtes à Paris, c'est ça, Jean-Christophe? Vous êtes sur le terrain, Antoine, et vous êtes à Paris. Quand vous apprenez ce 27 septembre, cette invasion, ces premiers bombardements de Stepanakert, c'est quoi votre réaction et qu'est-ce que vous faites justement pour après? Je suis effectivement à Paris parce que j'y travaille. Très rapidement, vous savez, il y a des demandes qui arrivent, des demandes d'information, ce qui se passe, à la fois de la part des journalistes, parce qu'il y a un déficit d'information. Il faut dire qu'au début du conflit, jusqu'à pratiquement 3 semaines, l'Azerbaïdjan a fermé son territoire pour tous les journalistes, ne donnait pas accès aux journalistes étrangers à son territoire, donc on ne pouvait pas couvrir la guerre ou l'invasion du côté azéri.
Et donc la seule possibilité qui restait, c'était côté Artsakh. Et c'est la raison pour laquelle, au début, la demande est forte. Ensuite, la demande diminue parce que au début, tous les journalistes demandent à aller à la ligne de contact, à la ligne, au front. C'est ça, parce que pour bien comprendre, vous donnez les accréditations presse, c'est ça? Plus Ce le sont mes collègues qui donnent des accréditations de presse, mais il faut les accompagner, expliquer, etc. Il y a beaucoup d'administratifs à faire. Et donc, pratiquement tous les journalistes essayent au début d'aller au front. Et puis, on se rend compte que c'est le front qui avance et qu'il suffisait de rester à Stepanakert et le front avançait. Et donc, ils allaient se retrouver à cette ligne de front. Et puis, le danger était tellement grand dès le mi-octobre, on va dire 20 octobre, que beaucoup de rédactions ont refusé d'envoyer leurs journalistes au Karabakh de peur qu'il leur arrive quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de journalistes sont restés à Yerevan, où il n'y avait pas de guerre, et d'autres, une fois encore, pour garder l'équilibre, parce que souvent, le conflit du Karabakh, depuis 1994, a été couvert avec une logique politique. Il fallait dire une phrase pro-arménienne et une autre phrase pro-azerbaïdjanaise pour équilibrer les choses. C'est très diplomatique comme démarche, vous voyez. Mais les journalistes faisaient ça aussi. Et donc, le conflit était couvert de Bakou et de Yerevan, et pas depuis le Karabakh où la guerre se déroulait. Merci Vanessa. Alors Antoine, vous êtes sur le terrain, vous êtes où exactement? Vous partez dès le 27 Moi, je suis parti le 1er octobre. Voilà, donc quelques jours après la guerre, et donc sur place, sur zone, quasi directement, dès que j'ai reçu mes autorisations. Ça, en fait, juste pour précision, c'est la première messe après la capitulation autorisée, convoyée par l'armée russe. D'accord. Aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. Il y a des prêtres arméniens sur place. Et c'est où? Désormais, là, on est à Dadivan, on est dans la région de Karabachar, appelée Kelbadjar par les Turco-Azéris. Qui est une région qui a été affectée à l'Azerbaïdjan après le cessez-le-feu de novembre 2020. C'est ça. Donc c'est un monastère du 5e, 6e siècle arménien qui est aujourd'hui en Azerbaïdjan. Et vous savez s'il est toujours sur pierre? Il est toujours, oui. C'est l'armée rouge, l'armée russe qui est sur place. On a vu d'ailleurs, hier soir avec Antoine, on a vu le prêtre Ovanes, le père de ce monastère de Dadivan, qui ensuite est parti à Yerevan et qui est maintenant ailleurs, et qui nous a dit qu'il reste 7 ou 8 moines dans ce monastère. Aucun pèlerin n'a désormais le droit de venir, alors qu'au début ils avaient le droit de venir, et c'est l'armée russe qui entoure le monastère, qui est encerclé d'Azéris, et il dit s'il n'y a pas d'armée russe, il n'y a plus de moines, et s'il n'y a plus de moines, et s'il n'y a plus de moines, il n'y a plus de monastère, parce que c'est devenu un tel symbole, c'est un tel symbole de la chrétienté arménienne que lui est persuadé que s'il n'y a plus de Russes et plus de protection, il n'y a plus de monastère. Alors, gardez le micro, Jean-Christophe, s'il vous plaît. C'est quoi ces 44 jours? Il faut que Antoine raconte. Oui, mais Antoine, c'est quoi ces 44 jours? Alors, Antoine, c'est quoi ces 44 jours? Vous les avez passés? Non. Vous êtes resté combien de temps? 60. Je suis resté du 1er octobre au 20 décembre sur place. Bah alors on va rester avec vous alors. 2 fois, je suis venu à Yerevan juste pour envoyer mes images au Figaro Magazine parce que sur place, c'était pas possible. Alors qu'est-ce que vous voyez sur place? On n'a pas toutes les photos. La guerre, en fait. On est en plein dans la guerre. On va sur les zones de front. En fait, ça se passe de la façon suivante. Il y a un bureau média. Il y a un bureau média qui est en deux bureaux, en fait. Un plutôt administratif et l'autre, c'est l'armée. Et on peut se rendre sur la zone de front, la ligne de front, avec des militaires. Et des fois, ce n'est pas possible parce qu'ils ont l'instruction qu'on ne puisse pas y aller. C'est quand même une zone très dangereuse. Donc, on est obligé de se débrouiller soi-même avec son fixeur, avec les gens qu'on connaît pour aller sur la zone de front. Alors, la zone de front, ça pilonne, en fait. Donc, la zone de front, donc il y a Stepanakert qui est tout au nord, quasiment. Elle est où, toute la partie ouest, toute la partie sud, tout ça est en conflit. C'est ça. Mais ils ont attaqué par le sud et ils sont remontés, en fait, pour arriver justement à la frontière, prendre Chouchi, toute la partie latchine. Voilà.
Et au nord, c'était énormément pilonné, toute la partie de Kelbadjar, Mardaguet, c'était pilonné, mais ce n'était pas la même guerre au sud et au nord. Au nord, l'armée arménienne donc, contrôlait la frontière, donc c'était vraiment des tirs d'artillerie. Au sud, il y avait vraiment des offensives terrestres. C'est ça. Et donc, comment on fait pour travailler, enfin, normalement, non, c'est pas normal, mais comment on fait pour travailler sous ces bombes, quoi? Bah, en fait, l'idée, c'est de ne pas en prendre une sur le coin de la figure. Donc, oui, mais vous êtes informé comment? En fait, vous êtes sur un terrain de guerre, donc vous partez en mission avec des brigades, à des moments où c'est parfois plus dangereux. Ça semblerait plus dangereux que d'autres, mais on ne sait jamais. Quand vous avez une guerre où il y a des bombes, où il y a des bombardements, c'est ultra dangereux. On voit bien avec les photographes du monde qui se sont pris dès le début des bombes à sous-munitions. Il faut savoir que les bombes à sous-munitions, c'est des bombes qui sont interdites parce qu'elles ne ciblent pas un impact précis. Elles arrosent en fait par une multitude de petites capsules. Donc c'est une pluie sur 300 ou 400 mètres qui arrose et qui tue énormément de civils. Donc c'est ultra dangereux en fait. Et vous n'avez pas été blessé? Non, j'ai pas été blessé. Rien du tout, si ce n'est l'émotion qui vous a pris, etc. Mais racontez-moi une journée difficile d'Antoine Agoujian sous les bombes. Vous vous levez à quelle heure? Vous raconter les moments, là j'ai ma famille dans la salle, les moments où ça a été un terrain de guerre, ça joue à 1 centimètre ou 1 seconde, donc c'est pas un sujet, c'est un endroit de guerre, c'est un des endroits. Vous savez, sur un terrain de guerre, il y a des endroits qui sont protégés une journée. Le lendemain, c'est l'endroit le plus dangereux. Donc effectivement, un endroit de guerre, c'est un endroit dangereux. C'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est la vaillance des militaires, des jeunes militaires qui étaient bien souvent soit des appelés, soit des commerçants ou des étudiants qui se rendaient sur place pour protéger leurs terres. C'est ça qui est intéressant, c'est la vaillance d'un peuple qui, dans une guerre asymétrique, Jean-Christophe l'a souvent dit, donc qui combattait contre des drones, qui combattait contre différents types de drones, qui combattait contre des bombardements incessants. C'est la vaillance d'un peuple qui avait la mémoire du génocide. Et moi, ce que je peux vous dire par rapport à mon expérience personnelle, qui suis un Arménien de la 3e génération et qui a baigné dans cette espèce d'héritage mémoriel lié au génocide des Arméniens, c'est que je vous avoue sincèrement qu'il y a des moments où je ne savais pas à quelle époque j'étais. J'avais l'impression d'être dans un cauchemar et d'être en 1915. Pourquoi? Parce qu'en face, l'agresseur était turc, parce que les Arméniens, pour les Azéris, ils disent qu'ils sont turcs. Il y avait des égorgements, il y avait des tortures, on l'a bien vu dans tous ces petites vidéos TikTok. En fait, les Arméniens résistaient. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'Azerbaïdjan s'est coalisé avec la Turquie, s'est coalisé avec des djihadistes, des mercenaires djihadistes, avec l'armée pakistanaise aussi, j'ai eu confirmation. Pour la simple et bonne raison qu'ils savent très bien ce que c'est la résistance arménienne, que les Arméniens jouent leur survie. Donc effectivement, 10 Arméniens dans une position est plus dangereuse parce qu'elle va se battre jusqu'à sa survie. C'est la vaillance de ces militaires qui à mettre en exergue et rien d'autre en fait. Moi, je n'ai pas pu aller dans le Haut-Karabakh malgré mes visas, mais du coup, on m'a parlé des héroïnes, des femmes. Est-ce que vous les avez vues sur le terrain, ces femmes-là qui, comme les hommes, vous parlez des militaires, mais ces femmes qui relevaient le défi de la vie, de la survie? Il y a des femmes qui sont venues armées pour combattre avec les brigades de différentes façons, pas forcément uniquement avec une arme, mais aussi pour être là, en logistique. Vous savez, dans une armée, il n'y a pas que les gens qui combattent avec des armes, il y a aussi toute une logistique, il faut faire à manger, il faut aider, il faut faire plein de choses, et c'est une chaîne en fait. Octobre, donc vous arrivez là-bas, c'est l'hiver quand même. Non, pas encore, c'est continental là-bas. L'hiver est venu beaucoup plus tard après la capitulation. Enfin, les grandes neiges sont venues bien. Je me souviens parce que on était dans un no man's land après la capitulation. Stepanakert était déserté. Et en fait, on ne savait pas si les gens allaient revenir. Il y avait le président d'Artsakh qui commençait à dire « Revenez les Arméniens, on va assurer votre sécurité ». Et en fait, en l'as de 48 heures, il y a des cars, des voitures qui sont venues. La lumière a commencé à revenir à Stepanakert. C'était impressionnant parce que, je vous dis, pendant une semaine, on était dans un espèce de no man's land où il y avait rien. On ne savait pas si c'était un vide total, quoi. Parce que vivre ce moment où les Azéris, les Turco-Azéris commençaient à s'approcher de Stepanakert, c'est quelque chose qui... On se regardait tous, même les plus vaillants, on savait pas, on allait être en état de siège en fait. Et je vous dis, il y a eu différentes étapes qui appartiennent désormais à l'histoire des Arméniens, qui sont des étapes, en les vivant, on ne peut pas les oublier, quoi.
D'accord. Alors du coup, comment on fait la jonction avec Jean-Christophe Buisson? Jean-Christophe, vous arrivez quand vous? Mais on n'a pas fait la jonction en fait. Non. Vous Non, n'êtes pas vu sur place? Si, mais on s'est raté parce que la route qu'on a commencé à prendre pour le rejoindre à Stepanakert, on est arrivé quand même 10 jours avant la fin du conflit, venait d'être prise par les forces spéciales azéries. Donc il fallait repasser par le nord. À l'époque, il y avait encore la route du nord pour le rejoindre et on allait perdre au moins 2 jours. Donc avec Sylvain Tesson, on a décidé de faire toute la ligne de contact, toutes les tranchées du nord au sud du Sionik, au contact avec l'armée azerbaïdjanaise qui bombardait. Et d'ailleurs, c'est là où on a vu que l'armée azerbaïdjanaise bombardait, y compris en Arménie même, parce qu'une ville comme Davidbek, qui est à l'intérieur des frontières de l'Arménie, on est arrivé au moment où il y avait un bombardement et un chauffeur de taxi qui avait été tué, qui était au volant de son taxi, alors qu'on était vraiment en territoire arménien. Donc on voyait bien. Cette ville? C'est au sud du Sionik, voilà, avant d'arriver à Kapan. Non, juste pour préciser 2 choses. La première, c'est ce qu'on a vu de ces jeunes Arméniens combattants m'a toujours fait penser à cette phrase de Chesterton, et ce que vient de dire Antoine le confirme. Un vrai soldat, ce n'est pas quelqu'un qui se bat parce qu'il déteste ce qu'il a en face de lui, mais parce qu'il aime ce qu'il a derrière lui. Et moi, tous les Arméniens que j'ai vus, c'était ça qui les animait. C'était pas du tout de haine. J'ai pas entendu une seule fois un Arménien me dire les Azéris, on va les massacrer, etc. Au contraire, ils sont vraiment dans une forme de résistance. On défend notre terre, notre famille, notre histoire, notre civilisation, notre foi, nos vaches, nos chèvres, parce qu'on ça en était là. On défend ce qu'il y a derrière nous. Et on n'est pas dans une perspective d'attaquer alors que les Azéris, on sent bien qu'ils sont motivés par ça, par le souvenir effectivement de cette envie je ne peux pas appeler ça autrement que du racisme. Quand vous voyez les livres scolaires qui publient en Azerbaïdjan, c'est des appels à la haine permanente. Et c'est pas que religieux, c'est pas que... On sent qu'il y a vraiment une haine qui m'a frappé. Alors moi, comme je suis extérieur, l'avantage, moi je suis vraiment le petit français, j'ai aucune origine arménienne, donc je ne dis pas que je suis plus objectif que les Arméniens, mais je vois ça avec peut-être un tout petit peu plus de recul parce que je ne porte pas les souffrances de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. Et je suis vraiment frappé par ces 2 mentalités qui sont vraiment opposées. Et non, peut-être qu'Antoine peut, comme il n'a pas répondu à la question, une journée type et les moments durs. C'est pas un moment dur, mais moi j'étais frappé par quelque chose que tu m'as raconté à plusieurs reprises. C'est le matin où tu avais un rendez-vous avec un général pour partir sur le front. Et je crois que ça t'a frappé ce moment. En fait, ce général qui s'appelait Arthur Sarkissian, j'étais allé avec lui à Mardagert. Et on avait été, c'est vrai, toute la journée, on avait été pilonnés. Et 3 jours après, on est resté sur la position, on est rentré sur Stepanakert. Il devait aller à Mardouni. Le lendemain matin, j'ai dit, je peux venir avec vous, au colonel. Il a dit, je passerai te prendre à la base militaire demain matin. Et on est venu me réveiller très vite pour que je parte avec lui. Et je me suis présenté à la base et puis il venait pas en fait. Et comme la première fois avant d'aller à Mardagert, il m'avait fait attendre 2 heures aussi. Enfin, j'avais attendu 2 heures parce qu'il était occupé, on est en temps de guerre. Je me suis dit, bon, je vais attendre, il va venir. Et en fait, il n'est pas venu. Je suis rentré, je suis allé donc à la cathédrale de Stepanakert pour faire des photos de réfugiés, parce que les réfugiés restaient dans l'abri souterrain de la cathédrale. Et Monseigneur Parkev Mardirosyan aussi dormait là-bas. Et j'ai été me coucher, et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, je suis retourné à la base militaire. On m'a annoncé qu'il avait pris un drone à Mardouni, qu'il était décédé, quoi. Ça m'avait marqué parce que je devais être avec lui. Parce que pour répondre à votre question sur les conditions de couverture d'un conflit, il faut savoir qu'un pays en guerre a en théorie le devoir de protéger les journalistes qui couvrent le conflit. Donc c'est pour ça qu'on a des gilets pare-balles, qu'on a des casques pour se protéger. Parfois il n'y en a pas assez, donc il faut se débrouiller pour en trouver. Mais en règle générale, quand les autorités de l'Artsar nous laissent venir, il y a ce centre de presse et il y a fourniture des équipements. Et ensuite, les officiers décident ou non de vous laisser les accompagner ou pas. S'ils estiment que c'est trop dangereux ou s'ils ont des consignes pour dire interdiction des journalistes, ils vous disent non. Mais après, c'est les journalistes qui décident de contourner ou pas. Parce qu'à un moment donné, si on ne va pas dans les zones dangereuses, par définition, il y a les photos ou les récits sont moins intéressants. Donc après, c'est une forme d'évaluation. Mais en théorie, c'est pour ça que souvent, ils sont très prudents. Ils empêchent les journalistes d'aller dans des zones qui sont vraiment trop dangereuses.
Mais voilà. Et puis après, c'est au cas par cas. Les tranchées dans lesquelles on allait, donc, qui étaient un peu bombardées par des obus de 120, on nous laissait y aller. Et puis sur certains endroits, on ne voulait pas nous laisser y aller parce que justement, c'était là où il y avait des sous-munitions. Et les tranchées, ça protège des obus qui arrivent comme ça. Mais les sous-munitions, ça ne me protège pas parce que, comme l'a dit Antoine, et comme vous l'avez dit, c'est des pluies. Ça tombe à la verticale, donc ça peut tomber dans la tranchée. Donc certains estimaient que là, on ne pouvait pas nous laisser aller. Puis d'autres endroits, ils ne voulaient pas, on contournait pour avoir des choses. Mais c'est un peu ça les conditions. Et Antoine, c'est encore plus particulier, c'est que Stepanakert, où il était basé, était aussi bombardé. Donc il n'y avait même pas, comme le disait ONS tout à l'heure, il n'y a même pas besoin d'aller sur le front pour voir ce qu'est la guerre, puisque la ville de Stepanakert est bombardée. Il y a eu encore une fois une école, un hôpital, une aile d'hôpital qui a été bombardée, mais la maternité, mais c'était pas comme le font les Russes en Ukraine. C'était l'idée des bombardements à Stepanakert. À partir du moment où ils avaient commencé à conquérir Chouchi, qui est la capitale culturelle historique, mais ils commençaient à y accéder, qui surplombe Stepanakert, c'était de faire partir les gens. Et c'est toujours d'ailleurs la même logique aujourd'hui, avec d'autres moyens, c'est de faire partir les gens. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que 150 000 habitants, sur les 150 000, il y en a 100 à 110 000 qui sont partis pendant la guerre, qui sont allés se réfugier en Arménie. Aujourd'hui, il y en a à peu près la moitié qui sont revenus. Donc aujourd'hui, il reste 100, 110, 120, on ne sait pas très bien, sur les 150 000. Donc beaucoup sont revenus, mais non pas assez. Et à l'époque, les bombardements Stepanakert, je pense que Antoine l'a vu comme ça, ce n'était pas forcément des bombardements pour raser la ville, c'était pour faire peur et faire partir le maximum de gens avec l'idée qu'ils ne reviendront pas. Parce que dans un territoire où il n'y a plus d'habitants, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est facile d'avancer ce qui se passe aujourd'hui depuis quelques jours. Dès qu'il y a un espace libre, les Azéris empiètent, c'est ce que les Anglais appellent l'empiètement rampant. On avance, on prend des collines, on prend des villages vides, et puis on s'installe et on repart pas. Puis les Russes arrivent en disant non, il faut repartir. Maintenant, on repart pas. Et puis bon, les Russes laissent faire. Donc c'est ça qui est en train de se passer et qui se passait à une autre échelle beaucoup plus meurtrière à l'époque, c'est faire partir la population. Comment vous voulez vous ne protégez pas un territoire où il n'y a plus d'habitants? C'est ça l'idée force des Turcs en ce moment dans cette région. Pour moi, ça s'appelle d'ailleurs de l'épuration ethnique. Ouais. C'est pas la même type d'épuration ethnique que celle qu'on a connue, notamment en Yougoslavie, mais c'est une épuration ethnique à bas bruit. À bas bruit sur les civils, sur les familles. Alors justement, tous ces réfugiés, vous à Paris, vous les gérez. Comment vous faites? Alors, les réfugiés sont essentiellement... les Artsakhiot trouvent essentiellement refuge en Arménie. Très, très peu... moi, je ne connais pas, mais peut-être une ou deux familles, peut-être qui partent vers la Russie, vers l'Europe. Mais il y a une raison qui explique, entre autres, cet élément, c'est qu'il y a la Covid, comme Jean-Christophe le rappelait, et les frontières étaient fermées. Les vols étaient interdits, donc sortir du pays est extrêmement compliqué. Aller en Arménie, c'est beaucoup plus simple. Et donc, à peu près 110 000 Artsakhiot sur 150 trouvent refuge dans cette Arménie qui accueille. Et comme Jean-Christophe le disait, pas aujourd'hui, mais à plusieurs autres occasions, il n'y a pas de camp de réfugiés en Arménie. Parce que les familles accueillent les Artsakhiot, parce que nous sommes le même peuple, c'est la même ethnie, la même langue, la même culture, la même religion. Et ce n'est pas impressionnant quand il n'y a pas de camp de réfugiés pour les photographes. Et le monde n'est pas impressionné. On n'a pas l'impression qu'il y a une guerre, qu'il y a une souffrance, que 110 000 personnes, donc du jour au lendemain, se retrouvent sans toit. Aujourd'hui, c'est heureusement, il faut vraiment être psychologue pour pouvoir expliquer. Une grande partie de ces personnes sont rentrées en Artsakh. Aujourd'hui, nous avons 21 000 élèves dans nos écoles. 21 000 de 7 à 17 ans, parce que chez nous, l'école, c'est de 7 à 17 ans. Et donc, c'est le seul élément qui nous permet d'estimer à peu près à quelques 110 ou 115 000 personnes, le nombre de personnes qui vivent aujourd'hui sur le territoire
libre, de ce qui reste libre et pas occupé par l'Azerbaïdjan, parce qu'il y a une autre différence avec d'autres guerres. C'est encore moins sympathique qu'ailleurs. C'est que quand les Azerbaïdjanais prennent un territoire, un village, une ville, Chouchi par exemple, ou d'autres villages, il n'y a plus d'Arméniens. Il n'y a plus d'Arméniens. 3 personnes à Chouchi, 3 civils, refusent d'être évacués la veille où les Azerbaïdjanais allaient rentrer. Les Azerbaïdjanais, ce sont des civils. Les Azerbaïdjanais entrent dans cette ville, le soir même, ils sont exécutés. Donc c'est, je dis, moins sympathique par rapport à la guerre de l'Ukraine, parce que ce n'est pas tout à fait cela qui se passe quand les Russes entrent dans une ville ukrainienne. Et donc, il y a vraiment une politique d'épuration ethnique, parce que non seulement on oblige les Arméniens de quitter leur maison, mais on détruit leurs cimetières quand on prend un village, on détruit les monastères, les églises quand on le peut. Si on ne peut pas, parce que c'est sous les projecteurs internationaux, on n'essaye pas, on supprime toutes les inscriptions arméniennes. On essaie de réécrire l'histoire en disant que ce sont des monastères, des églises, tout ce que vous voulez, sauf arménienne. Ça peut être russe, ça peut être albanais, ça peut être tout ce que vous voulez, sauf arménien. Pourquoi ? Parce qu'il faut créer un environnement, on va dire, hostile, pas très accueillant, pour que ces Arméniens ne reviennent plus jamais. Pas de cimetière, donc pas les cimetières de leurs parents, qui pourraient éventuellement être une motivation pour revenir sur ces terres. Pas de maisons arméniennes, parce qu'aujourd'hui, des maisons arméniennes dans les localités essentiellement détruites. Donc des églises, inscriptions supprimées. Et c'est ça que nous appelons une politique d'épuration ethnique. Ce qui est fascinant, c'est comment l'Azerbaïdjan justifie ces destructions, notamment du patrimoine culturel. La cathédrale de Chouchi, par exemple, Chouchi a été prise par les Arméniens pendant la guerre de 92-94. Les Azéris avaient fait des sous-sols de cette cathédrale un entrepôt d'armes et de munitions. Pourquoi ? Parce qu'ils savaient pertinemment que jamais les Arméniens ne bombarderaient une cathédrale arménienne. Donc ils avaient mis leurs armes et leurs munitions là-dedans. Pendant le dernier conflit, qu'est-ce qu'a fait les Azerbaïdjans ? Ils ont bombardé la cathédrale de Chouchi. Pourquoi ? Parce qu'ils disaient, comme nous on avait mis des armes et des munitions, ils ont forcément dû faire la même chose. Donc ça justifiait le fait qu'on bombarde. On la bombardait parce que c'est ce que dit par exemple la propagande russe, peut-être à raison d'ailleurs parfois, quand ils ont bombardé Mariupol, la maternité Mariupol, ils disent oui mais il y avait un dépôt de munitions. Elle a été vidée des mères et des enfants, c'était un dépôt de munitions. Ils font la même chose. Et eux, comme ils l'ont fait, ils se disent les Arméniens, alors qu'évidemment il n'y avait pas de dépôt de munitions. Donc la cathédrale bombardée 2 fois. D'ailleurs il y a un photographe russe qui a été tué lors du 2e bombardement. Et d'ailleurs, on voyait que les armes utilisées étaient des armes de l'OTAN, parce qu'il y avait des inscriptions, donc on voyait bien que c'était les Turcs qui avaient bombardé, enfin en tout cas avec du matériel turc. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait ? Donc Chouchi tombe aux mains de l'Azerbaïdjan, il faut faire des travaux peut-être de reconstruction. On laisse penser qu'on va reconstruire la cathédrale, donc on fait rénovation de la cathédrale, et en fait on enlève la coupole, la croix, les archanges qui sont à l'entrée, les anges. Et aujourd'hui, la cathédrale, il n'y a plus d'Arméniens pour documenter de ce qu'elle va devenir, mais en tout cas elle ne va pas être transformée en mosquée, puisqu'il y a une grande mosquée qui va être construite à côté, mais en tout cas la cathédrale a été désacralisée. Ça va être un bâtiment qui sera un bâtiment, on a vu certaines églises qui sont devenues des bars, des hôtels en Azerbaïdjan. Ça se fait aussi en Occident, vous me direz, mais généralement volontairement. En Angleterre d'ailleurs, il y a des églises qui font bars maintenant. Mais en tout cas, voilà. Et donc l'Azerbaïdjan est très forte pour justifier en termes de propagande, des actes qui sont totalement répréhensibles, qui relèvent parfois du crime de guerre. Et juste un dernier mot pour vous donner quand même une proportion. On parle c'est des chiffres qui paraissent pas énormes quand on voit ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. 110 000 habitants, 100 000 personnes qui sont déplacées. Mais c'est 100 000 sur 150 000, c'est-à-dire 2 tiers de la population. C'est-à-dire, vous imaginez, je crois que l'Ukraine c'est 40 millions d'habitants, ça voudrait dire 27 ou 28 millions d'Ukrainiens qui sont, c'est exactement pas loin des chiffres qu'on a aujourd'hui. Donc on est encore au-dessus,
à l'époque, en proportion, ce qui s'est passé en Artsakh, c'est le déplacement des populations est encore supérieur en termes, si on relativise, à ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui. Donc évidemment, c'est des petits chiffres, c'est 100 000. Et c'est 100 000 qui équivalent, ou en France, qui équivaudrait à 40 millions de Français qui seraient déplacés. Pour comprendre la mesure Mais évidemment, c'est une échelle moindre, donc ça intéresse moins. Merci. En fait, ce que je veux rajouter aussi, c'est que les Azéris, pourquoi ils veulent exterminer et ils veulent que les Arméniens partent? Parce que les Arméniens, par leur présence, ils attestent le fait que eux, ils ne sont pas originels. Et quand ils ne peuvent pas les chasser, ils détruisent des monuments. Vous savez, au Nakhitchevan, il y avait un cimetière qui appartenait à une école, un cimetière arménien où il y avait près de 10 000 Khachkars. Quand on aime sa terre, on aime l'histoire de sa terre. Ils ont broyé ces Khachkars. Il y en avait près de 10 000 entre 1998 et 2005. Donc en fait, le problème qu'ont les Azéris, les Turco-Azéris vis-à-vis des Arméniens, c'est le fait que par leur présence, les Arméniens, ils attestent le fait qu'eux, ils ne sont pas originels. Et quand ils veulent s'approprier la terre, ils veulent détruire les monuments pour se fabriquer une nouvelle histoire. Alors Antoine, du coup, je rebondis. Vous avez vu ces destructions pendant ces semaines de guerre? Les destructions, elles sont survenues... De patrimoine religieux? Non, ces destructions, elles sont survenues après la capitulation, à partir du moment où ils ont pris ces territoires. Moi, jusqu'au 6, j'allais à Chouchi allumer des cierges à Razanchesso de cette cathédrale. Et en fait, après, on ne pouvait plus y aller. Après, j'ai découvert à travers ce qu'il y avait sur Internet, à travers des photographies. Quand j'y suis allé pour le Figaro Magazine au mois de juin, de loin, j'ai pu faire des photos. Mais sinon, non, l'église verte, je crois aussi, qui était à Chouchi, ils l'ont totalement détruite. En fait, ils détruisent tout. Et les réfugiés, donc, vous les avez vus partir sur les routes? En fait, la singularité, c'est que déjà, il n'y avait plus de civils pendant la guerre en Artsakh. Les 110 000 étaient déjà partis très vite. Donc, il y avait essentiellement des militaires et des familles qui étaient là parce qu'ils avaient un fils ou un père qui était sur la ligne de front. Mais les réfugiés étaient en Arménie. On les voyait beaucoup en Arménie, oui, effectivement. Ovanès, j'aimerais qu'on parle des cessez-le-feu. Il y en a eu plusieurs, jusqu'au dernier. D'ailleurs, le premier, je crois, c'est quasiment une semaine ou 10 jours après, non? Comment on gère ça, un cessez-le-feu en pleine guerre? Alors, il y a eu des tentatives de cessez-le-feu qui n'ont pas du tout duré. Il y a eu une tentative, en fait, il y a eu 3 tentatives. Tentative française, tentative américaine, tentative russe. Et puis, à la fin, sous l'égide de la Russie, la signature ou la déclaration du cessez-le-feu. Non, les tentatives n'ont pas du tout duré. Pourquoi ces 3 pays? Parce qu'il s'agit des 3 pays qui coprésident le groupe de Minsk de l'OSCE. Donc, c'est un groupe de Minsk qui a été créé dès 1992 et qui regroupe 11 pays sous l'égide de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, pour essayer de trouver une solution pacifique au conflit du Karabakh. Et ce groupe, qu'on appelle un groupe de Minsk, donc chargé de médiation, était toujours coprésidé par 3 pays, la France, les États-Unis et la Russie. C'est la raison pour laquelle ces 3 pays se sentent engagés et responsables pour une solution exclusivement pacifique du problème, ont pris les initiatives pour essayer d'imposer la paix relative, le cessez-le-feu. Ça n'a pas marché parce que l'Azerbaïdjan n'était pas arrivé à ses fins, parce que l'Azerbaïdjan s'était bien préparé à cette guerre. Il avait avec lui une situation géopolitique extrêmement favorable, et donc un certain nombre de pays qui le soutenaient ouvertement et fortement, comme la Turquie, comme le Pakistan, avec des considérations diverses et variées. Et l'Azerbaïdjan a voulu aller jusque là où la situation géopolitique lui a permis d'aller. D'accord. Alors justement, vous parlez de géopolitique. Prenons peut-être un peu de recul, messieurs, parce que vous venez de parler de la France.
finalement, on parle beaucoup de l'Ukraine en ce moment et tout le monde, et le monde, et c'est tant mieux, se mobilise pour sauver le soldat ukrainien, pour sauver l'Ukraine. Il y a eu une mobilisation un peu tiède, non, pour le mot est fait, peut-être pour l'Artsar, non Malgré les paroles, c'est vrai qu'il y a eu des paroles, mais des actes. Alors, il faut relativiser. C'est le moment où il faut ressortir du droit de réserve, là aussi. Le devoir de réserve. Vous savez, je vais répondre de la manière suivante. Avant la guerre, il y avait plus de 20 de villes françaises ou de collectivités territoriales qui voulaient absolument tisser des liens avec l'Artsakh. La diplomatie française estimait que, compte tenu de la non-reconnaissance de la République d'Artsakh par la France, il y avait des difficultés, à la fois juridiques et politiques. Et donc, mais les villes françaises étaient extrêmement attachées et sont restées attachées à tel point, et je réponds à votre question, que pendant la guerre, il y a eu à peu près une petite centaine, à ma connaissance, mais c'est certainement plus, de collectivités territoriales françaises qui ont adopté des vœux, des motions, des appels en demandant au gouvernement français de reconnaître la République d'Artsakh comme le seul moyen de protéger la population arménienne. Non pas pour des considérations diplomatiques, mais comme un moyen, comme un levier de protection de la population arménienne. Le Sénat français, l'Assemblée nationale française ont fait la même chose. C'est en France que nous avons cette situation. Dans d'autres pays de l'Europe et du monde, nous n'avons pas cette situation. Est-ce que cela a suffi pour sauver l'Artsakh? Non. Non, mais j'ajoute une dernière chose. Vous savez, et je raconte une journée dure que j'ai vécue, à peu près dans la même logique qu'Antoine et Jean-Christophe ont décrit, pour un peu donner corps à cet engagement des villes françaises qui voulaient absolument mettre en place des projets avant la guerre, avec quelques collègues du ministère des Affaires étrangères du Karabakh. Nous avions formé un petit groupe pour pouvoir mettre en place des projets pour le bien des Arméniens, en fait, des villes qui étaient engagées, des villes du Karabakh qui étaient engagées dans cette coopération. Et 2 de mes collègues étaient venus en France pour passer une formation, pour pouvoir comprendre un peu la mentalité, comment est-ce que les Français voient les choses, pour essayer après de présenter avec les formes qu'il faut des projets ou en tenant en considération les points forts des villes françaises qui pouvaient éventuellement apporter leur aide. Vers le 10 octobre, j'ai appris leur mort. C'était des diplomates et ils étaient morts dans le champ de bataille parce qu'ils s'étaient engagés. Et c'était ça aussi l'armée du Karabakh. C'était ça, c'était des musiciens, c'était des professeurs, c'était des diplomates, c'était la population du Karabakh. Et c'est la raison pour laquelle, quand après la guerre, nous nous sommes retournés avec un certain nombre de parlementaires, là aussi pour répondre à votre question, il n'y a pas eu autant de délégations qui s'est rendues au Karabakh que des délégations françaises. Les autres pays ou les autres nations n'ont pas manifesté autant d'intérêt, on va dire. Mais quand nous sommes rendus après la guerre avec des parlementaires, ils ont eu l'occasion de rencontrer des étudiants francophones au Karabakh, et pratiquement tous qui étaient retournés, qui étaient revenus, et pratiquement tous parlaient de leur départ, de leur évacuation vers l'Arménie, avec beaucoup d'honte. Ils avaient l'impression qu'ils avaient quitté leur frère, leur fils, leur père dans un champ de bataille, et ils avaient beaucoup, vraiment, elle était très honteuse, et ils disaient une chose:
jamais, plus jamais on quittera le Karabakh. Plus jamais. Plus jamais. Avant de donner un peu la parole au public, si vous avez des questions, je vous invite à les préparer déjà. Jean-Christophe et Antoine, qui veut déjà rebondir. Moi, mais le rôle de la France. Non, je voulais juste dire un truc justement à ce propos-là. Moi, je sais pas comment les gens peuvent réagir. Moi, je suis scandalisé par le traitement. On voit ce qui se passe en Ukraine. Il y a un consensus par rapport à la situation d'Ukraine, et à juste titre. Moi, je ne connais pas excessivement bien le sujet, mais tout le monde est d'accord. Il y a une levée de bouclier contre Poutine sur l'agression. Après, il n'y a pas d'intervention qui sont justifiées, argumentées par le fait qu'ils ne veulent pas un conflit généralisé parce qu'il y a l'arme nucléaire. Mais il y a un consensus sur ce qui se passe en Ukraine. Vis-à-vis des Arméniens, il faut quand même savoir qu'un gouvernement qui est dans le déni s'est coalisé avec une république qui existe depuis une centaine d'années pour revendiquer un territoire et sur une population qui a été exterminée au début du XXe siècle. C'est comme si l'Allemagne attaquait Israël, en fait, ce qui s'est produit. Et en fait, il y a eu un traitement tiède de ce qui s'est passé. Le scandale était dans le fait que l'armée turque a été coalisée avec l'armée azerbaïdjanaise pour exterminer ce qui reste des Arméniens qui ont été éradiqués pendant le génocide de 1915. Il ne reste plus que 10%. Et moi qui étais sur place, ce que j'ai très bien compris, c'est que la non-reconnaissance du génocide, elle est peut-être inféodée au fait de rétribuer, elle est peut-être inféodée au fait de pas transformer l'histoire turque, mais elle est surtout inféodée au fait que la Turquie a encore dans sa feuille de route d'aboutir, de paraphraser le génocide des Arméniens en exterminant ce qui reste d'Arméniens. Donc moi, ce qui me scandalise dans ce qui se produit, c'est que on n'a pas mis ça en avant. On n'a pas mis ça en avant que la Turquie, qui est un État génocidaire, qui est dans le déni, poursuit ce plan initié il y a 100 ans. Et ça aurait dû faire la même levée de bouclier qu'il y a eu pour l'Ukraine. Et moi, ça, je le vis très mal, en fait. Voilà. Merci, Antoine. Alors, pour répondre au rôle de la France, moi j'aime bien cette phrase de Bernanos, l'espérance est un risque à courir. Donc je veux tenir un petit discours optimiste et d'espérance et qui rejoint un peu le discours d'Ovanès. D'abord, la France, évidemment, n'a pas fait ce qu'elle devait faire pendant le conflit, mais elle a fait, il me semble, des choses après. Notamment, moi j'ai accompagné un voyage qu'on a couvert tous les deux avec Ovanès d'aide humanitaire. Il y a eu plusieurs avions, plusieurs dizaines de tonnes d'aide humanitaire, médicale, qui ont été apportées aux Arméniens déplacés, aux blessés, aux victimes, aux blessés psychologiques, physiques, etc. Et surtout, en France, on adore l'État, on a, à juste titre, on vénère l'État, on vénère l'administration qui est liée à l'État, et on en oublie souvent les initiatives individuelles. Et je crois que ce qui s'est passé pendant la guerre et qui continue à se passer, y compris avec des élus qui le font parfois à titre personnel, pas à titre administratif ou politique, des médecins, des professeurs. Il y a énormément d'initiatives par des structures privées, arméniennes ou françaises ou franco-arméniennes, pour redévelopper effectivement des projets éducatifs, des projets sociaux, des projets médicaux, des projets sanitaires en Artsakh, en contournant évidemment cette absence de reconnaissance politique qui empêche les villes de vraiment investir comme elles le voudraient, comme elles le pourraient, avec toute la bonne volonté qu'elles peuvent avoir, notamment dans les villes qui ont une forte communauté arménienne, mais qui sont bloquées par cet aspect. Mais il y a des initiatives privées, aujourd'hui encore. Il y a beaucoup de Français qui aident, il y a la diaspora, il y a des Français qui ne sont pas arméniens aussi et qui aident à titre individuel. Encore une fois, il y a un centre Paul Éluard qui vient d'être inauguré à Stepanakert avec des habitants qui parlent français, des initiatives agricoles pour des fermes. Voilà, avec une seule idée en tête, c'est qu'il faut que les habitants restent le plus possible sur place et il faut que les autres puissent revenir. Mais pour qu'ils puissent revenir, il faut qu'il y ait des projets. Il y a des projets, y compris des projets high-tech avec Tumo qui est installé à Stepanakert, qui est un centre avec beaucoup de high-tech pour que des jeunes restent et qu'ils aient envie, en étant en insécurité certes, mais avec des projets, y compris financiers. Et ça existe, et notamment, encore une fois, par des initiatives personnelles, individuelles, et non pas des initiatives étatiques qui sont bloquées pour les raisons qu'on a évoquées. Et ça, je crois que on ne le dit pas assez, je suis le premier coupable, on n'a pas fait vraiment de reportage là-dessus,
mais cette idée qu'on ne brise pas le lien. Et si on peut pas le confirmer d'un point de vue politique, parce que ça pose des problèmes diplomatiques gigantesques et ça empêcherait de dormir Jean-Yves Le Drian, et ben, c'est des initiatives individuelles. Et encore une fois, parfois par des politiques qui ne s'en vantent pas, qui ne le disent pas, qui le font dans une forme de discrétion qui est tout à leur honneur. Merci Antoine. Jean-Christophe, le 9 novembre, c'est le cessez-le-feu, c'est ça? C'est cessez-le-feu. On est en route vers la paix, vers la reconstruction de l'Artsar, non? Absolument, oui. Absolument. Nous sommes en pleine reconstruction en Artsar et la vie a repris très vite à tel point qu'on se rend compte que nous, êtres humains, avons tant besoin des choses en fait à laquelle on s'accroche pour pouvoir vivre, pour pouvoir organiser notre vie. Ce petit Karabakh a tellement envie de vivre. Peut-être c'est très très classique, surtout après la guerre. On a encore plus envie d'apprécier la vie, en fait, de croquer dedans. La seule difficulté, et peut-être c'est ça qui nous manque, cette perspective. Cette perspective que la paix est définitive. Parce que tous les jours, l'Azerbaïdjan nous rappelle que cette paix n'est pas définitive. Tous les jours, tous les jours. Et c'est là, vraiment, où la parole a une très, très grande importance pour ceux qui sont sur place. Parce qu'on peut penser que la parole n'a pas de force et que juste les armes qui peuvent sauver. Mais en l'occurrence là, la parole de l'État français ou d'autres États ou des décisions politiques peuvent avoir une force formidable pour donner une perspective, même si cette perspective peut être un peu avoir une part de rêve, si vous voulez. Mais ça va donner l'occasion, ça va donner une raison de tous ceux qui restent sur place, surtout avec leurs enfants, hein, pouvoir rester, pouvoir vivre et croire à quelque chose, même si ce à quoi ils croient peut-être ne se réalisera jamais. Merci beaucoup. Antoine, ce 9 novembre, cette paix, vous l'avez vécue sur place? Moi, je l'ai vécu comme une humiliation, en fait. Ah oui. C'était pour moi très douloureux. C'est quelque chose auquel je ne croyais pas, parce qu'il y avait quand même un mot d'ordre émanant, enfin assez régalien, qui expliquait que vous inquiétez pas, on contrôle la situation. Et en fait, moi, j'ai très mal vécu cette situation. Je l'ai mal vécu déjà concrètement par rapport au fait de perdre une guerre, d'aller quelques jours avant dans des endroits où j'allais mettre un cierge dans une église ou une cathédrale et d'un coup de ne plus pouvoir y aller. Et puis aussi, je sais pas, quand vous avez un sentiment d'injustice et que vous vous rendez compte que les gens ne partagent pas votre opinion, sincèrement, c'est quelque chose de douloureux. Moi, encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est l'indicible en fait que la Turquie s'est coalisée avec l'Azerbaïdjan, avec des djihadistes venus de Syrie et une armée pakistanaise, enfin des militaires, pour combattre les Arméniens d'Artsakh qui étaient victimes d'un génocide 100 ans plus tôt. Donc je dirais, voilà, moi j'ai pas vécu ça très bien et je le vis toujours pas très bien. J'ai comme des crampes au cœur, quoi, au diaphragme. C'est quelque chose de dur. Hein. Merci Antoine et désolé. Jean-Christophe, la paix, elle est tenable? Vous qui avez un œil d'observateur un peu. Après avoir dit que je voulais tenir un discours optimiste, je suis obligé de dire oui, bien sûr. Non, le préalable de la paix, c'est que le cessez-le-feu soit respecté. C'est-à-dire que l'accord du 9 novembre soit respecté, du 9, hein, c'est ça. Il ne l'est pas, depuis le début. Dans cet accord, qui est une dizaine de conditions, parmi lesquelles l'arrêt des combats. Depuis 1 an et demi, l'Azerbaïdjan grignote le territoire et continue à envahir le territoire de l'Artsakh, encore une fois la semaine dernière. Ce qui s'est passé la semaine dernière, pour aller très vite, il y avait un village en Artsakh, alors c'est à l'est, dans le district d'Askeran, donc qui est à l'est de l'Artsakh. Il y avait un petit village qui est un village qui ne paye pas de mine, qui est un peu en hauteur, mais qui est très important parce qu'il est sur la route, sur une route stratégique. Et il avait été établi, en accord avec les Arméniens, les Azerbaïdjanais et l'armée russe, que ce village, l'armée russe allait s'y installer. Mais encore une fois, à l'intérieur de la frontière de l'Artsakh. Donc les Arméniens ont quitté le village pour que les Russes s'y installent, et les Azéris sont arrivés avant que les Russes
Karamort et Parouk, avant que les Russes n'arrivent. Et donc les Russes sont arrivés bien après. Et les Azéris ont tué des gens parce qu'il y a eu une forme de résistance, ont tué des Arméniens qui ont résisté en disant mais non, c'est pas vous qui devez venir, vous êtes sur notre territoire, c'est les Russes qui doivent s'installer là. Et les Russes n'ont pas bougé tout de suite. Mais qu'est-ce que vous voulez que les Russes bougent en ce moment? Les Russes, vu ce qu'ils font en Ukraine, ils n'ont pas vraiment bonne presse. Donc les Azéris ont évidemment joué là-dessus. Ils ont joué sur le fait que, encore une fois, le monde a les yeux tournés sur un conflit beaucoup plus important que ce qui se passe là. Et donc, ils font la même chose qu'en septembre 2020. Donc, le cessez-le-feu n'est pas respecté de ce point de vue-là. Il n'est pas respecté dans d'autres points de vue. Par exemple, restitution des prisonniers de guerre. Il y a aujourd'hui encore plusieurs dizaines de soldats et de civils arméniens, notamment de Chouchi, qui, après le cessez-le-feu, les Arméniens étaient supposés quitter Chouchi. Certains sont restés, sont venus récupérer leurs affaires. Ils ont été arrêtés en disant vous êtes des bandits, vous êtes des criminels, vous êtes des terroristes en puissance, envoyés à Bakou en prison depuis 1 an et demi. Et certains ont été jugés, condamnés à 20 ans de prison. Des gens qui venaient chercher leurs affaires pour partir. Voilà, c'est ça. Donc, tant que ça n'est pas respecté, et tant que pour le coup, les États du groupe de Minsk et même l'ONU n'interviennent pas pour dire maintenant il reste 80 ou 100 prisonniers de guerre, vous les rendez, tant que ça n'est pas respecté, tant que l'Azerbaïdjan continue, dès qu'il y a l'occasion se présente, de grignoter le territoire, y compris d'ailleurs en Arménie même, puisque dans le Syunik et dans le Gégarkounik, il y a eu des attaques ces derniers mois, c'est très difficile de croire à une paix durable. Un petit mot quand même sur les prisonniers, Ovanes. Sur les prisonniers, alors l'Azerbaïdjan a toujours des prisonniers de guerre. D'ailleurs fait prisonnier comme pendant et après la signature du cessez-le-feu, fait prisonnier un certain nombre sur le territoire de la République d'Arménie, donc sur le territoire souverain de la République d'Arménie, que l'Azerbaïdjan ne considère pas comme des prisonniers de guerre. Ce sont des terroristes pour l'Azerbaïdjan et donc qui doivent être jugés. Et ils sont effectivement jugés en Azerbaïdjan, condamnés à 15, 20, 30 ans de prison. On parle de l'Azerbaïdjan, un pays qui est, d'après toutes les ONG qui défendent les droits de l'homme, qui défendent les libertés, qui se trouve pratiquement à la dernière place ou à l'avant-dernière place sur toutes les listes qui violent les droits de l'homme. Donc on parle d'une dictature où la justice indépendante n'existe pas. Ce sont des théâtres, des représentations où il faut, pour donner satisfaction à une foule qui veut absolument une vengeance, emprisonner ces Arméniens. Je remercie Jean-Christophe pour avoir décrit la situation et pourquoi la paix ne peut être tenable. Mais si vous me permettez en 2 mots, sur un plan conceptuel, je n'y crois absolument pas du tout à la paix sans liberté. Sans liberté, quelle que soit la situation, la paix ne peut être pérenne. Jamais, quelle que soit la société, que ce soit une société multireligieuse, multiconfessionnelle, une société entre multiethnique, etc., ou entre 2 pays, il n'y a pas de paix. Les relations internationales le montrent très très bien, l'histoire des relations internationales. Il n'y a pas de paix, la paix n'est pas pérenne sans liberté. Et tout à l'heure, je disais dans l'introduction, c'est que la source de ce conflit, en tout cas cette dernière phase, c'est la discrimination que les Arméniens ont subie pendant 70 ans, à partir du moment où ils ont été placés sous la juridiction azerbaïdjanaise, et cette discrimination qui a poussé les Arméniens du Karabakh à vouloir se détacher. Donc c'est un manque de liberté, ce sont des violations graves, répétées, systématiques de la part des autorités azerbaïdjanaises, des droits de ces Arméniens parce que Arméniens. Et tant que la question des libertés n'est pas mise sur la table et n'est pas réglée, il n'y aura pas de paix. Il y aura la paix seulement au moment où, comme disait M. Ilham Aliyev, tous les Arméniens seront chassés comme des chiens de ce territoire,
oui, à ce moment-là, quand il n'y a pas d'Arméniens, il y aura une paix. Ça sera pacifié. Merci. Je vais me diriger vers vous, vers le public. Est-ce que vous avez, j'imagine que vous avez des questions. Alors, s'il vous plaît, des questions assez courtes, si possible. Voilà. Et puis, on a à peu près un quart d'heure. Après, il y a une séance de dédicace. Voilà. Et puis, je repasserai le film. Oui, bonsoir. Oui, une question très courte au sujet de l'armement, puisque l'Azerbaïdjan qui vit sur une économie de rente grâce au pétrole, avec un chef d'État peu recommandable, d'après le peu qu'on en sait, et entre la Turquie aussi, bien sûr, un grand État qui en sait ce qu'il est, vis-à-vis des Arméniens. Donc, comment on peut se défendre, les Arméniens? Comment pourront-ils le faire à nouveau? Parce que je crois que quand les forces russes, si elles doivent partir, ça va recommencer. Enfin bon, on est très pessimiste comme vous, Monsieur Agoudian. Évidemment, on a très mal par rapport à ce conflit. Et voilà. Qu'en est-il de l'armement? Est-ce que les Arméniens étaient seuls face à toutes ces forces tellement riches et tellement... voilà. Là, en ce moment, on arme beaucoup l'Ukraine. Ils ont de quoi se défendre, etc. Mais là, qu'en est-il de l'Artsakh? Comment ont-ils pu se défendre et comment pourront-ils se défendre? Par quel pays? Comment? Et voilà. Merci, madame, pour cette question. Qui veut répondre? Antoine? Jean-Christophe? En toute franchise, je ne crois pas que rapidement, en tout cas rapidement, à court ou à moyen terme, l'Arménie et le Haut-Karabakh puissent s'armer à tel point pour qu'ils puissent résister à cette volonté à la fois de l'Azerbaïdjan, mais aussi, je le répète, de la Turquie, qui a à la fois non seulement l'argent pour acheter des armes, mais aussi, sur un plan démographique, sont beaucoup plus nombreux que les Arméniens même. Et donc, ce qui peut sauver la paix, c'est éventuellement les alliances ou la situation géopolitique. Vous disiez les Ukrainiens sont armés. Oui, les Ukrainiens sont armés parce que derrière, il y a des considérations géopolitiques qui poussent à les armer. Et donc, de cette manière, les Ukrainiens eux-mêmes n'ont pas acheté les armes. Donc, non, pas aujourd'hui. Moi, je crois que la priorité, c'est le nouveau statut du Haut-Karabakh. C'est essentiel et capital de considérer que cette terre est un territoire arménien. Et à partir du moment où ce sera acté, après, on peut envisager un avenir, mais il y a des priorités. La priorité, c'est le statut de cette région. Est-ce qu'elle va intégrer la souveraineté de l'Azerbaïdjan ou est-ce qu'elle va accéder à une autonomie? Voilà, donc je crois que la priorité là. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est le rapport de force, y compris démographique. Vous avez même si on oublie des alliances, vous avez 10 millions d'habitants contre 3 millions d'habitants. Vous avez un pays qui est richissime grâce au pétrole et au gaz, et un pays dont sur les 3 millions d'habitants, vous avez quasiment un tiers qui est sous le seuil de pauvreté. Donc, de toute façon, l'Arménie n'a pas les moyens, si tant est qu'elle en aurait la volonté, d'être équipée militairement. Et en plus, on n'a pas volonté parce que c'est un pays qui est une démocratie et qui, notamment sous l'égide de son Premier ministre depuis 4 ans, Nicole Pachinian, a décidé d'investir plutôt dans l'éducation, dans la santé ou dans les infrastructures que dans le militaire. C'est peut-être une erreur. Et Antoine, à juste titre, peut considérer, pour l'avoir vu de très près, que c'est une erreur. On l'a vu dans cette guerre. C'est aussi ce qui a coûté peut-être la victoire, en tout cas une défaite moins grave que celle qu'elle a subie. Mais encore une fois, on est dans deux conceptions du monde, de la civilisation. Vous avez un pays qui est pacifique de nature, qui ne demande qu'à se développer et qu'à tisser des alliances avec le monde, y compris occidental, mais aussi russe, parce que la Russie est très importante dans l'histoire de l'Arménie. Et enfin, vous avez un régime autoritaire, militariste, qui a un budget militaire qui a encore augmenté cette année de je ne sais combien de centaines de millions de dollars, et dont le pouvoir... Enfin, son président ne tient son pouvoir aussi que par ce discours impérialiste et cette volonté d'être dans le sillage du grand Erdogan qui fait rayonner le monde turc avec cette idée force qu'on n'a pas évoquée, qui est de permettre d'avoir un couloir turcique qui part de Istanbul jusqu'à Urumqi, la capitale du Xinjiang, c'est-à-dire chez les Ouïghours, et que dans ce couloir turc, avec des pays qui sont turcophones comme le Turkménistan, l'Ouzbékistan, l'Azerbaïdjan, il y a un bouchon qui s'appelle l'Arménie. Donc c'est aussi ce projet-là qui est derrière la tête, et Azerbaïdjan peut aider Erdogan à l'accomplir en se débarrassant de l'Arménie, en tout cas du sunni, qui est le prochain objectif. Non, je suis désolé, je ne suis pas optimiste. Oui. En fait. J'aurais une question.
J'aurais une question pour M. Gevorkian. Pourquoi la création d'une république du Artsakh plutôt qu'une intégration comme à l'Arménie, comme une autre région d'Arménie finalement? Alors, pour être pas très sympa avec les miens, parce que naïvement, nous avons cru que si nous étions dans la légalité, le monde nous comprendrait mieux. Nous avons proclamé notre indépendance le 2 septembre. Pourquoi cette date? Parce que, au début, en 1988-89, le Haut-Karabakh demande son rattachement à l'Arménie. Nous sommes dans l'Union soviétique. Et la législation soviétique donne l'autorisation à Moscou de dire oui ou non quand une entité veut son transfert d'une république fédérale vers une autre république fédérale, en l'occurrence de l'Azerbaïdjan vers l'Arménie soviétique. Et Moscou dit non. Donc la porte est fermée, et la porte est fermée devant nous légalement par Moscou en disant vous ne pouvez pas vous rattacher à la République socialiste d'Arménie. Et la seule chose, le seul choix législatif de droit qui nous reste, c'est de nous détacher de l'Azerbaïdjan sans nous attacher à l'Arménie. Et ça, sur un plan du droit soviétique, c'était possible. C'était possible à une condition que l'Azerbaïdjan lui-même proclame son indépendance vis-à-vis de l'Union soviétique. Et depuis, nous attendons, de 88, nous attendons jusqu'au 30 août 1991, où l'Azerbaïdjan proclame son indépendance. Bingo, 2 jours après, nous proclamons la nôtre vis-à-vis de l'Azerbaïdjan, voulant être dans la légalité absolue. Voilà l'explication. Une autre question, monsieur? Merci à vous. Oui, peut-être pour prolonger ce que vous venez d'expliquer, est-ce que vous pourriez préciser et clarifier le rôle de la Russie dans le dernier conflit? Est-ce que sans la Russie, où on serait aujourd'hui? La grande histoire, c'est que sans la protection de la Russie hier et aujourd'hui, je pense qu'on ne parlerait même plus d'Arménie, enfin d'Artsar et encore moins d'Arménie. Comme je viens de le dire, l'Artsar et l'Arménie n'ont pas les moyens militaires ou politiques de se défendre contre un agresseur qui est, si on englobe la Turquie, 100 fois plus nombreux. Donc il faut un protecteur. Pour des raisons historiques, géographiques, politiques, civilisationnelles, voire spirituelles ou religieuses, la Russie protège le peuple arménien, l'a protégé d'ailleurs en partie dans le génocide. Vous savez que le génocide est parti d'une idée très simple des Turcs, c'est de dire les Arméniens, à l'époque les Arméniens étaient partagés entre l'Empire ottoman et l'Empire russe, et les Turcs considéraient que les Arméniens qui étaient dans leur pays allaient donner des informations aux Arméniens qui se battaient du côté russe et donc étaient des traîtres. C'était le justificatif, il y a toujours un justificatif pour lancer le génocide. Donc il y a toujours quand même cette idée que les Arméniens penchent du côté de la Russie. Et depuis, à partir du moment où l'Arménie a intégré à l'Union soviétique, et il y a toujours eu des rapports commerciaux, sociaux, etc., entre la Russie et l'Arménie, il y a cette idée que la Russie est quand même la protectrice, y compris encore une fois religieuse, au XVIIIe, XIXe siècle, contre les Perses ou les Turcs. C'est les Russes qui venaient de manière intéressée, parce que l'idée c'était aussi de s'installer dans le Caucase. Et l'idée qui s'est passée ces dernières années, on ne sait pas très bien ce qui est passé par la tête de Poutine. On est quasiment persuadé, enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais que si l'Azerbaïdjan attaquait l'Arménie, c'est qu'il y avait l'accord au moins tacite de Poutine. Pour des raisons, alors 1000 raisons peuvent être avancées, comme celle de se venger de Pachinian, qui regardait un petit peu trop vers l'Occident, qui avait mis en prison un ancien président qui était très proche de Poutine, qu'il y a beaucoup d'oligarques russes qui font du business en Azerbaïdjan, pétrole, gaz, il y a 1000 raisons. Et qu'ils voulaient peut-être donner une leçon à Pachinian, et peut-être un peu aussi en disant on va donner une leçon aux Arméniens, et puis après on va intervenir quand ça va tourner un peu trop mal. C'est une hypothèse, hein. Je ne dis pas que c'est la réalité, mais... Une hypothèse attestée par le fait que si la Turquie vient sur le précaré russe, c'est que je ne pense pas que la Turquie aimerait se confronter directement avec la Russie sans son... Enfin, c'est évident.
Vanessa, vous voulez Et ajouter quelque chose? si on est cynique, pardon, aujourd'hui, on oublie ce qui se passe en Ukraine depuis un mois et demi. À partir du moment où il y a eu ce cessez-le-feu en novembre 2020, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? La Russie a vraiment remis les pieds dans une zone qui commençait à sérieusement lui échapper, entre la Géorgie, qui est devenue assez violemment anti-russe, l'Azerbaïdjan, qui, effectivement, il y a des oligarques proches de Poutine qui font du business, mais aussi l'Azerbaïdjan a fourni un certain nombre d'islamistes, et l'Azerbaïdjan a un accès à la Tchétchénie pas très éloigné par la Caspienne. Donc il y a quand même une méfiance. Et l'Arménie, depuis 4 ans, depuis 2 ans, on avait un Premier ministre qui était singulièrement hostile à la Russie, en tout cas qui essayait de chercher une alliance en Occident. Peut-être pas pour aller jusqu'à l'OTAN, mais en tout cas, il y avait un projet d'intégration à l'Union européenne, etc. Donc la Russie, après novembre 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a remis les pieds là. Elle est installée à Stepanakert avec une base militaire supplémentaire. Elle peut mettre ses grandes oreilles. Elle est proche de l'Iran, qui est un allié. C'est d'une certaine manière inespéré ce qui s'est passé. Alors, voilà, elle a retrouvé une installation dans une région dont elle était un petit peu évincée. Si on est très cynique, elle y a gagné. Alors maintenant, c'est plus tout à fait la même situation avec ce qui se passe en Ukraine. Et c'est ça la victime collatérale de ce qui se passe en Ukraine. Ça peut être l'Arménie, parce que personne, avec ce que fait l'armée russe aujourd'hui en Ukraine, n'aura envie de soutenir une action de l'armée russe dans cette région si elle doit se défendre contre, par exemple, l'Azerbaïdjan qui va un petit peu trop loin. Donc l'armée russe protège l'Arménie, mais que vaut l'armée russe, en tout cas dans le schéma intellectuel géopolitique aujourd'hui, puisqu'elle fait, c'est très compliqué. Je vais à peu près dans la même logique vous donner une réponse historique, et cela me permettra de ne pas répondre à votre question directement, mais vous y trouverez la réponse. Jetez un coup d'œil sur la carte. En bas, vous avez l'Iran, un grand pays, un grand empire qui a duré pendant des siècles. En haut, vous avez la Russie qui avant était un empire, après qui a été remplacé par l'empire soviétique. Et vers l'ouest, vous avez la Turquie, héritier de l'Empire ottoman. Cet empire qui avait pris aussi la place de Byzance sur ces territoires. Et donc, ce Caucase du Sud est entre ces 3 empires, on va dire. Et la logique des empires veut que, parfois, ces empires peuvent instrumentaliser des petits peuples pour combattre leur concurrent ou leur adversaire, l'autre empire. Donc à partir du moment où nous nous trouvons dans un autre empire, on est soutenu par l'empire adverse. Mais dès qu'on passe sous la domination de l'empire qui nous avait soutenus, cet empire essaye de limiter à tout prix notre indépendance, parce que ce n'est pas dans l'intérêt d'un empire de donner une indépendance ou une forme de nationalisme. Et cette logique est une logique historique. Historique et terrible. Antoine? Les petits pays choisissent jamais leur avenir, quoi. Donc voilà, c'est évident, quoi. C'est des enjeux géopolitiques dans lesquels les Arméniens ont été en plein milieu. Et c'est là où on voit que la géographie, c'est l'histoire, comme disait Bourdelle, parce que effectivement, c'est la situation géographique de l'Arménie qui la met dans cette situation. On termine avec cette carte, et puis du coup, c'est la conclusion. Une petite synthèse très rapide, puisque moi j'ai noté quelques mots-clés. J'aime bien faire une synthèse avec des mots-clés. Je reprends celui de berceau de la civilisation. Je crois que c'était Antoine qui avait dit ça. Ensuite, on a parlé de Serbie. C'est important de se replonger un peu dans cette histoire dramatique des Balkans. Merci Jean-Christophe. Et puis, on a parlé de l'espérance. J'ai bien aimé cette espérance avec Bernanos, c'est ça? L'espérance est un risque à courir. Et c'est un mot qui va avec le mot qu'on n'a pas employé, qui est le mot résilience, parce que s'il y a un peuple qui est résilient, je sais que c'est un mot qui est très à la mode aujourd'hui, mais alors s'il s'applique bien à un peuple, c'est le peuple arménien, parce que si vous plongez dans les études historiques de Jean-Pierre Mahé ou d'autres, vous verrez combien ce peuple a été traversé de souffrances, de malheurs encore pire que celui qu'il vit aujourd'hui, et qui à chaque fois s'est reconstruit, s'est réveillé, c'est redynamisé, et c'est quand vous allez là-bas, c'est ce que vous ressentez, c'est ce peuple qui porte ses souffrances, mais qui ne se plaint pas, et qui est en permanence en train de se reconstruire, de revivre, ce qu'a décrit tout à l'heure Antoine avec cette ville de Stepanakert, qui 2 jours après le cessez-le-feu, il y avait des embouteillages. Voilà, c'est ça. On reprend goût à la vie, parce qu'on a tellement souffert dans notre ADN, dans nos gènes, on sait, on a toutes ces souffrances-là.
eh ben, on est encore là pour vivre et ça vaut le coup de vivre. Alors justement, Jean-Christophe, quelle est votre conclusion si vous en Eh avez ben, vous une? venez de l'entendre. Merci. Antoine? Non, c'est vrai que la lumière est devant, donc on a un territoire, il faut se battre pour lui, il n'y a pas place au pessimisme. On dit des pessimistes que c'est souvent des optimistes bien informés, donc voilà, il faut combattre, il faut chacun qu'on poursuive le combat, quoi. Il faut rester informé. Voilà. Vous voulez une Plein question? de choses. Je ne sais pas si... Oui, allez. Attendez. C'est mieux avec le micro. J'ai quelque chose, moi, qui me perturbe depuis des semaines. Je vous suis beaucoup avec vos tweets et ça me brise le cœur chaque matin. On est quand même... J'ai bien entendu que la France n'était pas le pire des pays. Et à des fois, on peut quand même se poser des questions. Comment vous expliquez que dans ce pays qu'est la France au XXIe siècle, où une députée, une sénatrice, Valérie Boyer, se fait menacer de viol parce qu'elle vous soutient, une candidate à la présidentielle se fait menacer de mort parce qu'elle vous soutient ou qu'elle essaye de vous soutenir, et qu'il n'y a pas de réponse de la France à cela, et qu'on a un formidable ministre des Affaires étrangères qui baisse la tête et qui ne veut pas répondre à cela et qui ne veut pas surtout entrer en conflit, qui ne nous défend pas quelque part. Ce sont des élus de la République française. Donnez-moi une petite explication. Alors, courte, s'il vous plaît. Merci pour la question, elle est très bonne. Moi, elle tient en un seul mot, la Turquie. On ne veut pas se mettre à dos la Turquie pour 1000 raisons, enfin peut-être pas 1000, mais en tout cas des raisons économiques, politiques, géopolitiques, et qu'on sait très bien que la Turquie est derrière tout ça, évidemment, et que se fâcher avec Erdogan, eh bien, c'est prendre le risque qu'il laisse, comme vous savez, les 2, 3, 4 millions de réfugiés de la guerre syrienne arriver en Europe. D'ailleurs, on le paye très cher pour qu'il ne le fasse pas. On ne veut pas se mettre à dos un pays qui, quand même, appartient à l'OTAN et qui est le grand pays de la région de membres de l'OTAN et qui contrebalance l'influence de l'Arabie saoudite, de l'Iran, qui ne sont pas forcément des nations auxquelles on a une confiance absolue. Donc c'est toute cette ambiguïté et je pense que depuis le début, c'est ça qui retient les condamnations, les annonces, c'est l'idée de ne pas se mettre à dos Erdogan, dont on a peur. Pour moi, c'est la raison principale, ce qui ne justifie pas les silences, mais qui est l'explication diplomatique, parce qu'on l'a vu à plusieurs reprises, Macron était plutôt du genre à soutenir les Arméniens, et puis on avait toujours le Drian derrière qui arrivait en disant non, on est neutre, etc. Et ça sentait le discours double organisé, parce qu'il ne faut pas fâcher l'un, tout en montrant que la France, quand même, on a une vocation à soutenir surtout un pays comme l'Arménie, qui est notre pays frère depuis bien plus de 100 ans, pas depuis seulement le génocide. Mais il ne faut pas fâcher la Turquie, donc une équation insoluble. Merci Jean-Christophe. Alors le mot de la fin finalement, Hovhannes Gevorkian, vous êtes le représentant de l'Arsar. Merci beaucoup. Vous savez, avant la guerre, nous pensions au Karabakh, après avoir proclamé notre indépendance et mis en place des institutions, une présidence, une assemblée nationale, que le conflit du Karabakh était derrière nous et qui avait laissé place à la République d'Artsakh. Et que notre peuple, aussi peu nombreux qu'il soit, 150 000, travaillait vers une direction qui était celle où nous souhaitions une société ouverte, une société démocratique, où les richesses que nous créons allaient être partagées d'une manière équitable entre chaque élément de notre société, chaque être humain, où leur voix allait compter pour choisir leur destin. La guerre de 2020 a semblé tout chambouler, est venue tout chambouler, mais je vous assure, cette volonté existe encore. Peut-être la part de naïveté que nous avions en 1991 en proclamant l'indépendance du Karabakh, pensant qu'en restant dans la légalité, on serait mieux compris par la communauté internationale. Aujourd'hui, je ne suis pas autorisé de vous le dire par mes autorités, mais je pense que
sans cette naïveté, nous sommes déterminés à faire partie de l'Arménie si on veut sauver ce territoire arménien. Si on ne veut pas le sauver, c'est très simple. Il ne fera pas partie de l'Arménie et l'Azerbaïdjan finira par l'épuration ethnique. Merci. Voilà, la table ronde se termine. Merci de les applaudir. Merci, messieurs. On va se faire une photo avant et puis il y a les dédicaces. N'oubliez pas les dédicaces. Déjà comme ça, regardez-moi. Regardez-moi. Voilà, déjà, vous appuyez juste là. C'est tout. C'est l'Arménie qui sort. Allez, go. Yes. Sinon, ça, c'est... C'est ce qui s'est passé 2 fois. Quoi. Moi, je suis allé, tu vois, le checkpoint. Là, vous vouliez lui parler, non? Bon, merci beaucoup. C'est un sujet tellement vaste, ça. Oui, parce qu'il y a de la géopolitique, effectivement, l'influence. C'est bien d'avoir bien mis
des armes, pas des armes, mais qui peuvent être transformées en armes, qui peuvent être utilisées. Bon. Merci. Je vous en prie, j'étais content de vous revoir. Moi aussi. Parce qu'au dîner, on veut, mais je ne sais pas. Moi, je suis là demain. Et ça, c'est pour ça que j'ai reçu. J'ai appris ça. Oui, on a. C'est quelqu'un qui, comme qui s'engage quand même, qui s'est engagé. Ils sont rares. Ils sont rares. Et alors lui, c'est vrai qu'il a génial parce qu'au début, il est tout seul. Ensuite, il arrive à entraîner autour de lui